Et bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien en ce week-end désastreux du Borussia Dortmund. On est de retour pour la traditionnelle émission de débriefing du match contre le Leverkusen. Donc pour ce faire, je suis accompagné de Kylian. Salut Kylian. Salut les gars, ça va pas trop ce soir. Voilà. Salut Franck. Guten Abend. Et salut Vincent. Bonjour Maxime et bonjour à tous. Voilà, donc écoute Kylian, j'espère qu'à la fin de l'émission, on te donnera le sourire et que tu iras mieux. Donc, Je vais lui rendre. Voilà, écoute, on te laisse de te charger de faire ça, Vincent. Au niveau du petit menu pour ce soir, on parle du débriefing de la rencontre qu'on a vue samedi. On parlera aussi du prochain adversaire avec le TSV Hoffenheim. Donc Franck sera sur place avec Joël. On parlera de Closer, c'est enfin terminé, la prolongation de Nico Schlotterbeck jusqu'en 2031 est enfin officielle. Et on finira avec la chronique du vieux Borussen avec notre ami Franck. Voilà un peu ce qui nous attend. Je pense qu'il y aura beaucoup de coups de gueule durant toute cette émission. Il y a pas mal de choses négatives à parler que positives. Et Vincent, on va commencer avec toi. Et puis ce petit déplacement, du coup, de dernière minute, ce que tu te tâtais, oui, peut-être, j'y vais pas. Ouais. Finalement, tu es parti. Alors, comment ça s'est passé? Puis, tu as eu l'occasion aussi de voir Fatima Degali Youngs aussi, qui fait partie de nos membres. Tout à fait. Alors je me décide d'aller voir le match, de faire cette rencontre presque à la dernière minute parce que j'avais un petit peu peur de l'organisation au travail et surtout fatigue parce que en ces derniers temps c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Donc j'y vais. Malgré tout et donc j'arrive là-bas et puis j'apprends sur la route qu'il y a effectivement Fatima qui est sur place. Elle croyait qu'elle était la seule à y aller et je croyais être le seul à y aller, donc forcément on s'est donné rendez-vous après la mi-temps, mais en arrivant là-bas je sens moi personnellement de mon côté une ambiance assez électrique. Alors j'arrive pas à expliquer pourquoi, je me sentais pas bizarre, je sentais un petit peu les supporters un petit peu sous tension et en fait ça s'est expliqué et j'ai même l'impression que ça s'est traduit pendant la rencontre parce que avec ce qui s'est passé malheureusement ça s'est arrivé en cours de match il y a eu certains événements qui ont fait que la rencontre était très particulière, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Après le match, j'ai pu voir Fatima, donc qui était accompagnée d'un ami ou son copain, je sais pas, c'était qui venait de Lille. En tout cas, j'ai quand même malgré tout aimé ce déplacement parce que déjà j'ai vu Fatima, je ne la connaissais pas, c'est une personne très intéressante et super adorable. Et puis j'ai vu notre Borussia Dortmund dans cette ambiance un petit peu, j'ai envie de qualifier ça de très 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 particulier. Je suis pas habitué à ça. Il y a eu des événements qui ont fait en sorte à ce que cette ambiance soit comme ça, mais en tout cas, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce déplacement. Ok, donc c'est vrai que on va pouvoir en parler. Ça doit être un déplacement un peu spécial. Et en plus, tu le disais au début de la rencontre, tu sentais que c'était un peu électrique au niveau de toute façon déjà de la conjoncture du match. Un choréo aussi de prévu qui a été fait, donc ça a été plus en mémoire envers. Alors Franck, tu m'avais dit qui c'était, je me souviens plus exactement qui était la personne. Dawood est une personne qui a travaillé dans le milieu du Borussia Dortmund pour faire le relationnel entre le Borussia Dortmund et la fan-scène au niveau du BVB. C'est lui qui était un peu le relais de tous les fan-clubs et tout. C'était quelqu'un qui était vraiment dévoué au club et aux fans du Borussia Dortmund. Quelqu'un que j'ai pu croiser par le passé, je veux dire, il y a longtemps. Et paix à son âme. Je crois que c'est le plus important, je pense, aujourd'hui et ce week-end, c'est qu'il y ait des événements bien tragiques et je pense que la vie d'une personne est beaucoup plus importante que tout ce qui s'est passé ce week-end au niveau footballistique, je veux dire. Donc, paix à son âme
merci pour tout ce qu'il a pu faire au Borussia Dortmund, parce que c'était une personne des dires de beaucoup de gens que j'ai croisés aussi, qui étaient vraiment dévoués, mais dévoués pour les fans, quoi. Et voilà, c'est triste. Ouais. Puis en tout cas, c'était un très bel hommage aussi de la part de la Sud de faire ça pour lui. C'est vrai qu'après, il y a eu un autre événement aussi. On va pouvoir en parler de suite avant de partir sur la compo et puis le match. Mais il y avait aussi cette seconde période qui a été très silencieuse. Beaucoup de personnes se demandaient pourquoi. Voilà, donc il y a une personne, un fan qui a fait un malaise cardiaque durant la rencontre. Et c'est un peu Franck, je pense que tu me contrediras pas, mais c'est un peu une coutume en Allemagne quand il se passe ce genre de choses, ça ne chante plus, c'est silencieux et ça rend un peu hommage à la personne. Moi, j'ai pas vu circuler plus d'informations. Le club avait juste communiqué pour expliquer, mais on n'en sait pas plus si la personne va bien, ou si c'était plus une tragédie à la fin. En tout cas, bah, on espère du fond du cœur que cette personne aille mieux et la revoir un jour au stade. Ça sera la plus belle des choses. Donc, mais en tout cas, un beau geste encore du stade, du peuple allemand. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous voulez vous rajouter quelque chose par rapport Oui, à ça. je voulais juste rajouter un petit truc, forcément, ça j'ai oublié quand même le plus important de l'avant-match. Bon, déjà repose en paix David. J'espère que la personne qui a fait ce malaise cardiaque s'en est sorti indemne. Mais enfin, le plus important, non, justement, c'est pas du tout le plus important. Mais ce que je voulais quand même rajouter, c'est que enfin, juste avant le match, donc il y a eu l'annonce des joueurs qui allaient rentrer sur le terrain. Et effectivement, on aura l'occasion d'en parler. Schlotti, il s'est fait extrêmement bien huer. Et C'est bon. On va pouvoir en parler pendant la compo et puis aussi au moment où on parlera de sa prolongation en 2031. Et ben on va enchaîner directement du coup avec cette compo qui a été donnée à 14h30 par Koval. Donc du coup, je vous la rappelle, dans les buts, Kobel, en défense, Ben Sebaini, Schlotti, Anton, à gauche, Svensson, à droite, Ryerson, au milieu, Bellingham, Sabitzer, et en attaque, on avait Silva, Guirassy, Brandt, donc Adeyemi, pour ceux qui m'ont posé la question pourquoi il n'était pas là, il était suspendu, donc en raison des cartons jaunes à répétition. Chan toujours blessé, Mané en cours de retour prochain, et je crois que j'ai oublié personne dans le lot. Donc, et Nmecha bien sûr, mais bon, on ne sait pas si c'est une fin de saison. Petite question, pourquoi Couteau n'était pas sur la feuille de match? Problème oui, c'est vrai, pardon, j'ai oublié lui. Problème musculaire. Merci. Donc c'était quand même fou. Un joueur qui n'a aucun temps de jeu, on va le dire, et puis il arrive quand même à avoir des problèmes musculaires. Bon, je reprendrai les propos de Joël qui disait que la marche du but c'était peut-être un peu trop haute. Donc, mais voilà. Donc la petite compo, Kylian, tiens, je commence avec toi, comme tu es encore le seul par ne pas avoir encore parlé. Qu'est-ce que tu en as pas pensé un peu de cette compo annoncée qui paraissait assez logique, hein. Contrairement à ce qu'on voit, c'était plus un 3-5-2 hein, qu'un 3-4-3. Brandt était beaucoup plus axial, position meneur. C'est étonnant le choix de Brandt. Non pas qu'il soit mauvais depuis quelques temps, mais on sait qu'il est à 5 ou 6 matchs de la fin de son aventure à Dortmund. C'est pas à lui qu'il faut donner du temps de jeu, à mon avis. D'autant que Bayer est sur le banc, alors que Bayer, c'est l'une des grosses satisfactions de la phase retour de la saison. C'est le seul changement que j'aurais fait. Alors après, faire ce changement-là, ça veut dire que tu repars sur le 3-4-3 qu'on a connu pendant 90% de la saison et qui a eu des phases très bonnes et des phases très mauvaises aussi. Mais reconduire le 3-5-2, c'était pas un truc que j'attendais, surtout à domicile en fait. À domicile, je pensais vraiment qu'on allait repasser à 3 attaquants. J'aurais souhaité qu'on repasse à 3 attaquants pour de vrai. Après, pour le reste, aucune surprise. On remarque la présence de Inacio, Albert, Kaba, Reggiani sur le banc. La moitié du banc, c'est des jeunes. C'est bien. Alors, ils sont là parce qu'il y avait la place. Les blessés s'accumulent, bien sûr. Mais c'est bien de ne pas avoir des sièges remplaçants vides, comme on a pu voir pour la première moitié de l'année. Donc, c'est du quasi parfait.
En même temps, les choix étaient restreints. Et voilà, je suis en désaccord avec Kovac, par contre, sur la question Brandt-Bayer. D'accord. Ok. Après, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une petite récompense pour Silva et pour Brandt sur leur entrée contre Stuttgart? Parce que c'est eux qui font basculer la rencontre. Franck, qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo? Il n'y avait pas trop le choix. Hein. De toute façon, les 7 premiers, c'était d'office. Le mec qui a réussi à mettre Choupo-Moting, d'après moi, il n'a pas dû regarder le match de Stuttgart. Parce que pour mettre Choupo-Moting, il faut y aller. Il faut vraiment être sadomaso ou vraiment avoir une lobotomie le jour d'avant faire la compo. Quoi. Parce que tellement qu'il était catastrophique. Donc, ouais, je suis un peu d'accord avec Kylian. Alors, moi, j'avais vraiment hésité mettre Silva, Guirassy, Brandt, Bayer. C'est entre les 4 le choix. J'ai fait le choix Brandt et Guirassy, qui a été bon. J'avais mis Bayer, je crois, de mémoire, hein, je crois, avec toi, Maxime. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, après, vu ce qui reste, je veux dire, l'équipe était très simple à trouver. Hein, je veux dire, ça se jouait sur un ou deux postes, quoi. Et donc, bon, après, pas de surprise, quoi, on va dire vraiment, quoi. Hein, je veux dire, juste comme dit, dans l'attaque, quoi. Fallait trouver le bon chaînon manquant, quoi. Je veux dire, Guirassy était quasi sûr d'être titulaire, malgré que ses prestations sont. Déjà, Stuttgart n'était pas bon. Bon, là, on va pas en parler, quoi. Je veux dire. C'est bien de relancer Silva, mais bon, après Silva, Guirassy, ça, comme disait Kylian, ça n'a jamais marché. Et je ne crois pas que ça marchera un jour, de toute façon. Et après, Brandt, ouais, quand tu regardes le match encore, c'est un des seuls qui a un peu surnagé, hein, je veux dire. Donc, ouais. Après, je comprends ce que veut dire Kylian. Si tu veux, dans une logique pour la saison prochaine, tu ne mets plus vraiment les joueurs qui seront plus là, quoi, je veux dire. Quoi. Mais bon, je me douterais qu'il mettait Brandt parce que je me suis dit, c'est Leverkusen. Il s'est dit que peut-être ça fera un choc pour le Brandt psychologique. Ces belles années de Leverkusen, quoi, je veux dire. Mais bon, voilà. Oui, puis quand tu regardes, tu n'as pas trop le choix. Tu n'as que Bayer qui peut être potentiellement dans cette équipe. Mais après, Oshkan n'est pas un titulaire. Choupo-Moting n'est pas un titulaire. Zoule n'est pas un titulaire. Et après, c'est que des jeunes. Et on connaît un peu Kovac et sa manière de faire les jeunes. C'est pas son délire. Donc, pour le moment, c'était la compo logique. Et ça sera sûrement celle du week-end prochain aussi, avec Adeyemi qui fera juste son retour, quoi. Mais, voilà, c'est ça. Donc, on aura un pion en plus pour la problématique, je pense, de l'attaque. Quoi. Mais je vois mal comment ça va changer entre le gardien, les pistons et, je dirais, la défense. C'est juste devant que ça va faire au niveau rotation, quoi, je veux dire. Quoi. Bon. C'est ça. C'est le seul point qu'il y a actuellement. Hein. C'est les 3 devant. Tout le reste, de toute façon, tu n'as plus d'autres milieux. Tu ne peux pas mettre Oshkan. Et puis en défense, ça fonctionne. Après, les 3, on l'a déjà vu. Ouais, si on avait gagné, on était quasi sûr d'être qualifié pour la Ligue des Champions. Là, ce n'est pas le cas. Je pense qu'après, bon, si la qualification est acquise et peut-être la deuxième place, il fera peut-être tourner un peu plus en mettant les jeunes, ce qui serait bien. J'espère. Mais comme dit Kylian, en connaissant l'évolution de Kovac pour les jeunes, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. Donc, Vincent, toi, du coup, sur la compo, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était un plan pas trop ambitieux de mettre cette équipe-là, même s'il n'y avait pas trop de choix? Et ouais, ton avis sur la compo? Bon, la composition, oui, c'est sûr que moi, quand je la vois, quand je la découvre, elle me rassure. Même si effectivement le duo Guirassy-Silva, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Après Brandt, je pense qu'il a été titulaire. Il a été titulaire. Franck l'a dit. Je pense plus que c'est parce que c'était le Bayer Leverkusen. Quoique, au vu du match qu'il a fait, je suis quand même content de l'avoir vu titulaire. Après, ce qui m'intéresse le plus, bizarrement, c'est plus ce que je vois sur le banc. Et notamment Mathis Albert qui est présent avec Inacio et puis Reggiani. Ça fait plaisir de voir qu'on commence tout doucement à compter. C'est vraiment sur nos jeunes, quoi. Maintenant, en plus, il est rentré, Inacio, et puis je trouve qu'il a fait une belle rentrée, donc très content. Ok, bah écoute, on va en parler justement après. On va parler un peu de la rencontre. Donc tout le monde l'a vu, cette défaite sur le score de 1-0 avec une frappe de Andrich à l'extérieur de la surface.
Même résultat que l'élimination en Pokal. L'impression de revoir un bis repetita et au final, ça se finit de la même manière. Bonne 25 premières minutes, correct, on va dire bonne, même pour où on faisait circuler le ballon, quelques occasions, etc. Et après, ça s'est complètement fait pchit. On va pas faire première, seconde période cette fois-ci. On va parler du match global. J'ai quelques points aussi à vous relancer au cas où. Franck, du coup, toi sur cette rencontre. Merci Tiffany d'avoir eu 40 ans et de m'avoir empêché d'aller voir ce match. Cette double incompréhensible et honteuse. Donc un match, je ne sais pas lequel. En tout cas, moi, j'ai rien vu. Pas du football, rien du tout. 20 minutes, ça a bien combiné, sans plus. Et voilà, et c'est tout. Merci, au revoir. Je n'ai rien de plus à dire. Après, bon, il y avait quand même la frappe de Svensson dans les, au bout de 15-20 premières minutes. Ah oui, celle-là, oui, du pied droit en plus, vu qu'il est gaucher. Ouais. C'est vrai, je crois que c'était le seul éclair de génie. Mais vu que le match était tellement honteux et calamiteux, j'en ai complètement oublié. Mais à coup pas pour Svensson, je suis désolé, c'est vrai. Manquait peut-être un peu de tonus dans la frappe, mais bon, après, c'est pas son pied fort, je veux dire. Mais bon, je crois que ça doit être la seule occasion qu'on a, je veux dire. Autrement, il n'y a rien eu. Ouais, je ne sais pas si Kylian il a d'autres choses sous le coude, mais en tout cas, ouais, j'ai pas d'autres trucs en. Ah oui, ouais. Guirassy, c'est vrai, ouais, la frappe en deuxième mi-temps sur la barre, je veux dire quoi. Mais bon, on ne méritait pas de marquer, on ne méritait pas de gagner. Vraiment, on a été vraiment minable, honteux. Paix et force à ceux qui étaient au match. Bravo Vincent, parce que franchement, c'était honteux. Ça mériterait d'être remboursé par le BVB. Quoi. Si on arrive à prolonger les gars comme Schlotterbeck, je pense qu'on peut rembourser les billets pour les gens aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça y est, premier pic pour Schlotterbeck. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, tu en as parlé brièvement tout à l'heure, Vincent, mais quand il y a eu la composition des équipes, c'est vrai que Schlotti s'est quand même fait un peu bouger, un peu hué. Oui, alors ça, franchement, énormément. Ouais, avant que tu laisses la parole à Vincent, ça, franchement, je trouve ça d'une débilité de huer un joueur. On peut être d'accord ou pas d'accord de ce qui est fait sur son contrat ou pas, je veux dire, ça on en discutera après, mais c'est quand même un gars qui représente le Borussia Dortmund. Si en tant que supporter, on va voir le Borussia Dortmund, si c'est pour aller huer un joueur de notre club, restez à la maison, messieurs ou mesdames, ça ne sert à rien. C'est pas que vous êtes des fans alors, vous soutenez pas un club, là, quand je veux dire quoi. Ce gars représente le club, ce gars joue pour le club, qui fait, ça le regarde, on peut en juger, on peut en parler, mais je veux dire, quand on est un jour d'un match, on vient supporter son équipe. Et je ne pense pas qu'on supporte Nico Schlotterbeck, quoi. Et inversement, donc les huées, je trouve ça d'une débilité profonde. Je peux comprendre. Moi, quand ça m'arrive, un joueur, j'ai exposé le cas quand il y avait eu Götze et Hummels qui étaient revenus. Je veux dire, je n'étais pas d'accord sur leur retour. Je veux dire, mais je ne vais pas huer ces joueurs. Ils représentent le club. Je veux dire, je ne vais pas scander leur nom. Je ne vais pas supporter non plus. Je supporte l'équipe, mais huer, non. Je trouve ça vraiment honteux aussi. Ouais, alors, je vais avoir exactement le même avis que Franck. Hein. Moi, je viens. Alors, déjà, pour plusieurs raisons, déjà, je pense qu'on est suffisamment tous amoureux ici du club pour. Alors, il y a des mots qui peuvent dépasser la pensée. Moi, des fois aussi, ça m'arrive d'insulter, surtout quand je suis devant ma télé. Hein, on a tous un peu insulté. Après, avoir ce comportement, je trouve que c'est un petit peu. Je trouve que c'est assez limite de siffler un joueur qui représente justement le Borussia Dortmund. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même été relativement, on va dire, choqué de la puissance des sifflets. On voyait vraiment qu'il y avait énormément de rancœur envers ce joueur qui a quand même maintenant, je crois qu'il a sa 3e saison avec nous. Il montre quand même. Excuse-moi, Franck. Je crois que c'est sa 4e saison. 4e, parce qu'il arrive en 2022. Autant pour moi. Il a quand même bien représenté le club jusqu'à présent. Maintenant, le seul truc qu'on peut lui reprocher, alors moi, je ne donne pas vraiment d'avis là-dessus, c'est qu'il faut qu'il joue un petit peu avec le club aussi. Et quand tu joues avec le club, forcément, tu joues avec les supporters et tu joues aussi avec leurs nerfs. Et donc,
j'ai pas trop d'avis par rapport au sifflet. Maintenant, c'est vrai qu'il a été énormément sifflé et moi, je suis quand même été relativement surpris parce que ça a duré même pendant la rencontre, hein, alors qu'il faisait des belles prestations. Ouais, c'est sûr. Donc après, t'as toujours un peu des débiles, comme on dit, hein, dans un stade. T'en as qui sont là pour supporter tout un club et il y en a qui sont là pour siffler. Donc, bon, on en parlera justement de Schlotti. On va pas s'attarder trop sur lui. Vincent, du coup, toi, le match, on va dire, dans sa globalité, qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que le fait aussi qu'il n'y ait pas ce rôle du public en seconde période a quand même joué un grand rôle? Parce qu'on le sait qu'à Dortmund, le VS, ça joue quand même, c'est le 12e homme. Et Ouais. là, le fait que ça soit calme, qu'il n'y ait pas d'engouement, etc., est-ce que ça a un peu faussé la rencontre? Bah, moi, je vais être un peu moins violent que Franck parce que c'est vrai que bon, j'ai ressenti une équipe un peu fatiguée, surtout en milieu de match, parce que c'est vrai que les 25 premières minutes étaient plutôt bonnes de notre part. Après, ça a un petit peu cherché, enfin, on s'est pas, on n'a pas joué au foot, hein, on s'est un petit peu laissé aller. Mais moi, globalement, dans la rencontre, j'ai pas trouvé qu'on était spécialement en danger non plus. Alors, c'est vrai que Kobel a fait de super bel arrêt, hein, je dis pas le contraire, hein, ils ont quand même eu des occasions, Leverkusen, mais même à la fin, malgré l'absence du public, ils ont quand même poussé, hein, pour pouvoir aller chercher au moins ne serait-ce que l'égalisation. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné, hein. Enfin, défensivement, on a été bon. Au milieu de terrain, on a été plutôt correct. Mais par contre, c'était vraiment l'attaque. L'attaque, c'était, je sais pas pourquoi on n'a pas essayé de tenter, on n'a pas essayé des petites combinaisons pour essayer d'aller chercher cette égalisation au maximum. On n'a pas réussi, mais par contre, on a quand même donné, ils ont quand même montré l'envie d'aller le chercher ce but. Ça n'a pas fonctionné. Bon, après là, je ne sais pas exactement pourquoi. Et je pense que Kylian, il a des avis peut-être un petit peu plus expérimentés que le mien. Mais moi, j'ai pas forcément trouvé une équipe qui a démérité, mais j'ai même envie de te dire qu'on mérite la victoire plus que eux. Alors maintenant, est-ce que j'abuse en disant ça? C'est mon avis. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé quand même une équipe qui avait envie vraiment d'aller égaliser, voire même d'aller chercher la victoire, quoi. Mais c'est ce que moi j'ai ressenti pendant cette rencontre. Après, ça n'a juste pas fonctionné dans le dernier geste, en vrai. La preuve, on a tiré quand même sur la barre. Il me semble que il me semble que c'était dans les 20 dernières minutes, hein, il me semble cette occasion-là. Hein. Je ne sais plus. Même plus, je crois que c'est dans les 10 dernières minutes, la frappe de Guirassy. Ouais. 82e, ça. Voilà. Et puis bon, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, là on a pris un petit peu le retour de bâton aussi contre Stuttgart. Après voilà ce jeu à la Kovac, ça n'a pas fonctionné contre Leverkusen et quelque chose me dit que ça ne fonctionnera pas la saison prochaine. Mais je te montrerai quelque chose par rapport à juste après, avec une petite diapo, comme tu dis, que ça n'a pas marché avec les Leverkusen, mais ça n'a pas marché avec de nombreux clubs du top 5. Tu l'as la frappe aussi, au moment où Guirassy, il essaye tout seul, Kylian, ou pas dans les montages? Guirassy, j'avais juste une tête qui passe au-dessus. Et la transversale, c'est tout. Tu as la même chose, celle que tu as mis avec Brandt qui essaye une frappe à je ne sais pas combien de mètres. Non, ça c'est la dernière, celle de juste avant, où elle est complètement déviée, elle part sur le côté droit. Ça? Ouais, voilà, c'est ça, celle-ci. Il y a deux occasions du même type, avec Brandt qui fait ça et Guirassy qui s'essaye aussi d'une frappe de je ne sais combien de mètres. Tu le vois que c'est du désespoir dans ce genre de frappe. Ils essayent de marquer faire leur petite stat, de marquer le but qui va sauver, mais il y avait aucun. Pour moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un jeu collectif samedi quand ils jouaient ensemble. Hein. C'était vraiment chacun de son côté. J'ai l'impression déjà pour moi ils étaient en vacances, les gars.
C'était déjà réservé pour tout le monde. Mais ouais, c'était encore un énième match catastrophique, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on ne serait pas, Kylian, dans la continuité un peu de ce qu'on a vu en fait contre Stuttgart, sauf que Stuttgart en fait n'a pas réussi à marquer, et là Leverkusen profite de l'une de ses seules occasions pour ouvrir le score. Enfin, une occasion, c'est une erreur de Ben Sebaini, on peut être clair et net. Aussi. C'est Ben Sebaini qui offre cette occasion à Leverkusen. Ouais. En fait, moi je trouve que contre Stuttgart, il y a beaucoup de choses qui ont plutôt bien marché, notamment la défense collectivement. C'était un des meilleurs matchs défensivement, une production défensive assez exemplaire contre Stuttgart. Et en fait, contre Leverkusen, avec Vincent, on le disait que contre Leverkusen, il va pas falloir défendre de la même façon parce que Leverkusen est capable de trouver des passes dans le dernier tiers que Stuttgart n'est pas capable de trouver parce que la qualité des joueurs devant n'est pas exactement la même. Mais en fait, pour moi, il n'y a rien qui a fonctionné là. Leverkusen, c'est un des pires matchs de la saison. Je trouvais qu'il y a des principes de jeu, mais académiques, qui n'ont pas été respectés, alors que sur certains matchs, sur même la plupart des matchs, c'est plutôt respecté par Kovac et par ses hommes. Mais là, typiquement, un truc qui a très bien marché contre Stuttgart, un principe de Johan Cruyff, quand tu défends, quand tu n'as pas la balle, rends le terrain le plus petit possible, rends les espaces les plus maigres possibles. Contre Stuttgart, ça a vachement bien marché. On a vu des séquences où on avait vraiment Ryerson et Svensson qui étaient en face de la cage, défense hyper compacte. Contre Leverkusen, Ryerson, il était constamment ligne de touche. Jamais il a essayé de réduire la surface du terrain. C'était même l'inverse. C'était essayer de rendre le terrain le plus grand possible, donner le plus d'espace possible. J'ai trouvé un manque d'agressivité clair sur le porteur du ballon. Sur cette occasion-là, c'est fou comme personne ne monte. Et des frappes comme ça, alors Leverkusen n'a pas beaucoup cadré non plus, mais des frappes comme ça, en première période, il y en a eu 4, 5, parce que personne ne monte sur le porteur de balle à moins de 20 mètres du but. C'est une honte. C'est honteux. Dans les duels, j'en parle même pas. Il y a des mecs qui sont à 0%. Fabio Silva, bon là je vais m'adresser à Serhou Guirassy. Serhou, on se connaît un peu. Voilà, je parle français, tu parles français. T'as pas fait un bon match, Serhou, comme toute ton équipe. Mais gars, va parler à Fabio. Dis-lui qu'il a le droit de frapper, dis-lui qu'il a le droit d'être bon aussi à un moment donné. Il est à chier depuis qu'il est arrivé, Fabio Silva, et on n'en parle pas. Personne dit Fabio Silva fait un mauvais match, mais Fabio Silva, c'est quoi pour l'instant ses performances références à Dortmund? Il n'y en a aucune. Et quand tu lui dis, ouais, monsieur Fabio Silva, vos statistiques pour le moment, c'est pas ça. Pour un attaquant, pour un buteur, c'est pas terrible, tout ça. Lui, il te dit, ouais, mais le jeu, c'est pas que les statistiques, tout ça. C'est vrai, le jeu, c'est pas que les statistiques, c'est vrai. Mais pour qu'un attaquant te dise ça, c'est qu'il est bien conscient que il réussit rien de ce qu'il entreprend en ce moment, Fabio Silva. Et puis, il y a des mecs pareils, ils ont complètement lâché. Je veux dire, Ryerson, 5 duels joués, il n'y en a qu'un seul de gagné au sol. La prestation est ridicule. Ben Sebaini, il fait un match terrible. Ben Sebaini, il faut en parler aussi. Rami, tu parles français aussi. On va se parler maintenant, Rami. Qu'est-ce qui se passe depuis que tu es rentré de la CAN? Depuis qu'il est rentré de la CAN, Ben Sebaini, c'est horrible les prestations qu'il fait. Alors, il y a son entrée contre Hambourg, ça change beaucoup les choses en vrai. Mais au-delà de ça, Ben Sebaini, moi, j'étais son premier défenseur. En première partie de saison, j'étais le premier à vouloir mettre un peu d'or sur le nom de Ben Sebaini parce que je trouvais que c'était fou ce qu'il avait fait pour remplacer Schlotterbeck blessé, tout ça. C'est fou ce qu'il a fait. Il part à la CAN, il revient, on nous envoie son cousin. C'est quoi cette passe? C'est quoi cette... Et puis Rami, tant que tu y es, va parler à Daniel parce que Svensson, c'est pas possible le niveau de Svensson. Sans déconner. Alors, il fait une frappe pied droit. Alors, ça choquera tout le monde, mais moi, ça me choque pas parce que Svensson, s'il a une qualité, c'est qu'il a les deux pieds. Ça, c'est la seule frappe cadrée de Dortmund du match. C'est au tout début de match. On est genre à 12 minutes de jeu, un truc comme ça. Derrière, il n'y a plus rien. Alors, qu'on vienne pas me parler d'un bon match. Le match est horrible. C'était constamment coupé en deux. Je veux dire, l'occasion de Brandt là qu'on a vu, Brandt là, il se permet un rush de genre 40 mètres parce qu'il n'y a personne au milieu de terrain pour venir l'aider, parce que les mecs de Leverkusen, ils sont toujours en recul-frein, tous, et il peut se permettre cette frappe qui passe sur le côté. C'est un match où les deux équipes méritaient de perdre. Même les triangles de jeu, il n'y avait aucun triangle de jeu, alors que c'est des choses qu'on a vues quand même sur des matchs de référence qu'on peut avoir cette année. Pas de triangle, pas de réduction des espaces, aucune agressivité. Non, les gars... je sais pas ce que j'ai fait, moi. Tu vois, fin des années 2000, je trouve que cette équipe, elle a une jolie couleur de maillot, un GISTAT, tout ça. Je me dis, bon, bah allez, je vais les suivre et tout. Eh, gars, on est 20 ans plus tard. Mais quel cauchemar, en vrai. Franchement, Vincent, je te plains.
Je te plains d'avoir fait ce déplacement. Je plains les mecs qui étaient dans le stade, parce qu'après, il s'est passé des trucs aussi, mais c'est une des pires expériences qu'on a pu voir. Je veux dire, on a chanté pour un mec qui est décédé en début de match. Il y a un autre mec qui fait un malaise cardiaque pendant le match. On siffle un de nos joueurs et on délivre une des pires performances de la saison. Franchement, c'était un week-end horrible. Il n'y avait rien qui allait. Et franchement, les gars, je sais pas, un peu de respect pour nous. Alors, j'ai du respect pour Kobel, parce que Kobel, c'est vrai que Vincent l'a dit, il fait quand même des arrêts cool. Celui-là, il est pas simple, angle fermé contre Patrick Schick. On a à la toute fin, sur un corner, tête de Schick encore. Franchement, il faut un sacré réflexe pour la sortir, celle-là. Et celle-là aussi, où il sort bien, je sais plus qui c'est qui fait la frappe. Mais Kobel, il nous sauve une vraie correction. C'était un très mauvais match de la part des deux équipes, mais Leverkusen, comme en coupe, en fait, ils ont complètement géré leur dossier. 2 fois qu'ils viennent s'imposer ici dans la saison. Et franchement, c'est la honte. Hein. Franchement, c'est la honte. Voilà. C'est honteux. Les gars, faites un truc, parlez-vous les uns les autres, faites un team building, allez jouer, je sais pas, au paintball. Mais on dirait qu'ils sont... je les ai trouvés lourds. Pas de paintball, il va y avoir des blessés, donc on abandonne le projet. Non, mais gars, moi, je les ai trouvés lourds. Je les ai trouvés, mais pas en forme, quoi. Comme s'ils sortaient tous du McDo, quoi. Guirassy, le temps qu'il lui faut pour se retourner. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as accroché à tes protèges tibia, mon gars? Lâche le plomb. Le plomb, tu le laisses dans les vestiaires. Silva, mais pareil, quelle lenteur, ce mec. Alors que c'était normalement être censé le premier déclencheur de pressing quand Bayer n'est pas là. Bayer, s'il a bien une qualité, c'est celle-là, déclencher le pressing dans le bon tempo, mener l'équipe vers l'avant. Putain, mais Silva, il est passé à côté de tout ce qu'il a fait. Alors, pour les petits points positifs, c'est vrai que Brandt a été correct, mais c'est con de dire que Brandt a été correct alors qu'il part dans 4 matchs. Enfin, on s'en fout, en fait, aujourd'hui, que Brandt soit bon. Brandt, il s'en va, donc ça change rien qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Mais effectivement, ça a peut-être été le meilleur de Dortmund. Sabitzer a été correct, c'était un des seuls à porter un peu le jeu vers l'avant, essayer un peu de jeu vertical, mais il était bien seul. Devant, c'était le désert absolu. Pour moi, les gars, ils y sont plus. Les gars, ils attendent qu'une chose, c'est de partir à Malaga, partir à Ibiza, partir à Majorque. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de foot. Si vous voulez du spectacle et du bonheur, c'est pas au programme là dans cette fin de saison. Nous, on est là pour se faire chier. Et contre Offenheim, mais on va prendre une branlée contre Offenheim, parce qu'Offenheim, ils ont tout ce que nous, on n'a pas. On en parlera tout à l'heure. C'est notamment l'intensité et l'envie. Et c'est tout ce qu'il n'y a pas eu contre Leverkusen. Voilà. Désolé, Vincent, que tu aies eu à voir cet enfer. Et que ça, en plus, parce que tu t'es levé après à 2h du mat, c'est ça, pour repartir travailler ce matin? Non, mais gars, c'est... Bon, après, bref. Je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que tout ce qui s'est passé, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce déplacement. Je regretterai jamais de faire un déplacement là-bas. Mais c'est vrai que quand tu mets tout ce qui s'est passé côte à côte, ça a été quand même, pour moi, le pire déplacement de la saison. Hein. Ça, je peux pas te le cacher. J'aime pas dire ça parce qu'il faut se l'avouer, mais je peux pas te mentir, et c'est vrai que ça a été un des pires déplacements. Ouais. Et regarde ça, regarde la perte de balle de Ben Sebaini là. Pour moi, c'est un stress post-traumatique de ce qu'il a fait contre la Juve. Souvenez-vous, la quatrième but de la Juve, c'est exactement ça. Alors, beaucoup plus excentré, ligne de touche, mais c'est exactement ça. Et Brandt qui part vers l'avant, et Ben Sebaini qui perd, et ça fait 4-4. Là, c'est exactement pareil. Alors, franchement, les conséquences ne sont pas les mêmes, parce que même si c'était un très mauvais match, c'est un match qui comptait un peu pour du beurre quand même. Enfin, surtout pour nous. Leverkusen, c'est une bonne opération pour eux. Pour moi, alors même si j'ai balancé sur Fabio Silva, c'est lui qui a le bon réflexe. Il faut aller vers l'avant. Qu'est-ce que tu fais, gars? Ben Sebaini, il y a toute l'équipe de Leverkusen qui est vers l'avant. Fabio Silva, il monte la bonne direction. Et il veut lui donner dans les pieds. Non, vas-y, c'est trop grave. Rami, qu'est-ce qui se passe? Putain, on n'en peut plus de ça, là. Jouons vers l'avant, jouons offensif, tentons des choses, faisons des passes. Et là, moi, j'en veux à tout le monde. De toute façon, il n'y avait personne qui est épargné là ce week-end. Non, c'est vrai que tu as raison. Puis sur ce coup de gueule, c'est vrai que sur cette passe-là, Rami, il doit un peu plus appuyer et mettre un peu plus en profondeur. Là, tu as l'impression, comme tu dis, il joue avec des plombs tous autour des chevilles, que ça pesait 2 tonnes. Tu vas pas me dire qu'ils sont fatigués du match de la semaine. Ils étaient tous dans leur canapé en train de regarder la Ligue des Champions. Donc, ils jouent une fois par semaine. C'est pas normal d'avoir un état de fatigue. Mais après, je te rejoins sur le fait que pour moi, de toute façon, c'est pas la première année et ça sera pas la dernière, mais qu'on voit que quand la Bundesliga est quasiment pliée par le Bayern et que potentiellement ils vont quand même joueront la Ligue des Champions.
bah, ça joue plus, et puis on attend d'être en vacances, et puis on reverra la saison prochaine, et puis on nous ressortira les beaux discours comme ils aiment faire. Mais ouais, voilà, beaucoup d'erreurs individuelles, pas d'envie, un but encaissé bêtement, on va dire, manque de lucidité. Je suis d'accord avec toi pour dire que Kobel Brandt, pour moi, était sûrement les seuls points positifs dans cette rencontre par rapport aux autres. Que rajouter sur ce match? Je pense pas Gros match, grand-chose. gros match de Schlotti aussi, parce que lui, on va lui taper dessus juste après, mais lui, il a répondu présent par contre. Lui, il était là dans l'impact. Lui, il menait aussi le jeu vers l'avant, tant par des courses que par des passes. À un moment donné, il fait une transversale de 80 mètres. Le contrôle est parfait de Ryerson, je crois. Lui, il fait un bon match, en réalité, mais Théma, la gueule du but comprend. Andrich, gars, c'est pas une frappe, c'est une passe appuyée qu'il fait. Ouais, Et ça elle est rentre. bizarre. Elle est Oui. bizarre, cette frappe, quand même, parce que Elle a été déviée, hein, il me semble. Hein. Oui, il me semble que moi, j'ai été en plein devant. Il me semble que Kobel ne voit pas du tout la trajectoire du ballon. Parce qu'elle est Kobel, il déviée. bouge pas du tout. Hein. Tu as été chez l'ophtalmo, hein, Vincent. Hein. Elle n'est pas déviée du tout. Hein. Eh Non, elle ben, est un peu puissante, il y a juste un petit eh rebond, je ben, il crois. me semble que de là où, comment moi je vois la frappe, je la voyais déviée, mais mais je le voyais surtout Kobel qui voyait pas du tout la trajectoire du ballon. Ok, donc ouais, c'est vrai que cette frappe est vraiment étrange et Kobel ne fait strictement rien. Il bouge pas, donc réaction très, très étrange. Et puis après, bah, il y a cette action de Brandt, comme tu mets. Il a essayé une interview, c'est pas qu'il ne l'a pas vu partir. Pour lui, elle n'était pas cadrée. Ah d'accord, ok, bon, encore mieux ça. C'est encore mieux. Donc ouais. Et tu vois, j'ai envie de te dire que si Brandt il met ce but-là, parce que là, on est vraiment 80, 95e, un truc comme ça, ça la toute fin. Ça passe à rien, ça fait un bisou au poteau en passant. Si Brandt il met ce but, c'est le match le plus Kovac de la saison, quoi. Et franchement, je suis presque content qu'il ne l'ait pas mis, quoi, parce que enfin, on peut dire que merde, quoi, les gars. Parce que quand Vincent, il note qu'on méritait de marquer et de mener. Non, Vincent, désolé. Et je veux bien que tu sois au stade, franchement, ouais. Mais vu extérieurement, c'était catastrophique et honteux. On méritait rien du tout. Et je suis d'accord avec Kylian, les deux équipes ont été vraiment mauvaises, mais nous, on a été encore plus mauvais que Leverkusen, quoi. Et c'était catastrophique, quoi, de livrer un match comme ça. C'était une honte pour les spectateurs, quoi, je veux dire. Mais une honte qu'ils aient pu payer un match comme ça, quoi, je veux dire, quoi. Franchement, quoi. Parce que là, il n'y avait vraiment aucune envie, quoi. Les basiques, comme a dit Kylian, rien n'a été respecté. On ne respecte pas les gens qui sont au stade, quoi. Je suis désolé. Sur ce match-là, oui, quoi, je veux dire. Là, non. Aucun respect, ça c'est clair. Donc, et après, pareil, tu vois, si Brandt met ce dernier but, bah, on va dire, bon, bah, c'est bien, on a encore pris les 3 points. Bon, on a pris un point quand même contre Leverkusen. Tu refais la même chose que contre Stuttgart, quoi, de dire tu marques à la toute dernière minute, tu arrives à sauver. Mais bah, là, ouais, franchement, désolé de dire, mais c'est vrai que c'est bien fait d'avoir vu cette défaite. Et c'est vraiment le reflet de notre saison. Vous voulez rajouter quelque chose sur le match ou sinon j'enchaîne? Non, qu'on dégage cette ignominie là, c'est bon. On dégage. Ouais, Vincent, je te mettais ça tout à l'heure quand tu parlais. Donc merci Kylian qui m'avait envoyé ça. C'est les résultats contre les grosses équipes en fait entre guillemets cette année. Bah, en fait, quand tu vois, ça fait seulement 2 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Je vais te poser la question, c'est en fait, est-ce que l'équipe actuelle et en plus la tactique de Kovac est faite pour jouer contre des grosses équipes et faire des résultats, ou au final on se contente à prendre des points contre des équipes plus faibles et milieu de classement? Vincent, excuse-moi, juste avant, petite précision quand même. Déjà, j'embrasse Borussia Dortmund Hongrie parce que c'est un ami à moi, un super compte Insta, c'est lui qui a fait cette image-là. Et surtout, je l'ai corrigé après en message, il y a une 3e win qu'il a volontairement mis de côté, mais la win contre Stuttgart, elle n'est pas dans la liste. Bon, elle y est quand même. Et ouais, c'est ça. Et un match nul, tu vois, c'est pas tout à fait exact. Mais le fond du propos reste le même, hein, ceci dit. Tout à fait. Vas-y, pardon, Vincent, vas-y. Ouais, merci Kylian. Ben, en fait, moi, là, on voit. Alors, moi, il y a déjà 2 choses qui me viennent à l'esprit. Et bon, déjà, il y a une chose, c'est que Kovac, il n'est pas du tout fait pour nous. Ça, son jeu, bon, c'est vrai qu'il les résultats et notre place au classement, ça parle pour lui, mais
moi, c'est pas du tout l'ADN du Borussia Dortmund que j'ai vécu ces dernières années et il y a même 10 ans en arrière. Donc déjà ça montre encore une fois que voilà, il faut un jeu beaucoup plus offensif. C'est mon avis personnel. Mais moi, ce que je vois par rapport à ces résultats, ça me montre quelque chose ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est que ça nous classe malheureusement comme une équipe moyenne. Et ça me fait du mal. Ok. Pourquoi ça te fait du mal? Tu as vu nos prestations? Elles sont même pas moyennes. On est en dessous de la moyenne sur toute la saison. En 35 ans, je suis supporter de Borussia Dortmund. C'est la pire des saisons que je vois footballistiquement. Si on peut appeler ça du football, quoi. Je suis désolé de le dire. Alors, non, on est à notre niveau et on est bien au-dessus de notre niveau, quoi. Je veux dire, au niveau classement. Parce que c'est honteux ce qu'on joue, ce qu'on produit. C'est de la bouillie. Et je veux dire, il faut s'ouvrir les yeux. Tout le monde le dit. Sur tous les réseaux sociaux, tous les fans du Borussia Dortmund disent que c'est une bouillie de football. Il faut être honnête, c'est une bouillie de football, quoi, je veux dire. Quoi. C'est honteux. C'est pas mal d'avoir la liste là sous les yeux parce que ça permet notamment de s'attarder sur les 2 wins. Donc il y a celle contre le Bayer Leverkusen à Leverkusen en championnat où le Leverkusen a été meilleur en fait. Ça ressemble à un hold-up. Le même qu'ils font la semaine d'après en Pokal, mais c'est un hold-up. Leverkusen était la meilleure équipe sur ce match-là. La 3e win, donc qui n'est pas sur le tableau, c'est celle contre Stuttgart la semaine dernière, où Stuttgart était encore une fois la meilleure équipe en réalité. Et la dernière, c'est le 2-0 contre l'Atalanta à domicile. Ça, oui, ça ressemble effectivement à une belle performance, une belle prestation globale, mais c'est beaucoup trop peu. Regardez la taille de la liste. Et franchement, dans tous ces matchs-là, il n'y en a pas un seul où tu te dis « Oh putain, on aurait dû gagner ». Moi, je me souviens du match contre Tottenham. On était là pour débriefer Tottenham. Il est candidat au pire match de l'année contre Tottenham, qui est 18e de Première Ligue actuellement, que tout le monde bat, même ma petite sœur, je pense qu'elle bat Tottenham seule. Et le 4-1 contre l'Atalanta, on y était. Hein. C'est sans doute lui, effectivement, qui a la médaille d'or du pire match de l'année. C'est le Leverkusen là, de ce week-end. En fait, pour moi, on est une équipe qui est extrêmement prévisible, surtout dans les résultats. Là où ce n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait se dire qu'on était très imprévisible pour le bon et pour le moins bon. On pouvait taper tout le monde, mais tout le monde pouvait nous taper. Là où on est devenu en fait l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'on sait tout à fait les résultats qui vont se passer juste avant. Si l'équipe est en dessous du top 5, on va les battre. C'est parce que c'est comme ça qu'on est arrivé 2e et que c'est un braquage en réalité qu'on soit 2e de ce championnat. Par contre, dès que ça s'est joué un petit peu au foot, comme Leverkusen par exemple, on s'effondre, on n'a pas le niveau. Et du coup, pour moi, Franck le disait la semaine dernière, c'est sans doute le pire Borussia Dortmund depuis peut-être 30, voire plus que ça, peut-être même 40 ans. Mais par contre, c'est le Borussia Dortmund le plus efficace dans les moments où il doit être bon, et c'est comme ça qu'on est miraculeusement à la 2e place. Mais ça manque d'assaisonnement, quoi. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, il n'y a que dalle, c'est fade, tout est fade. On a passé une saison fade parce qu'on a un coach qui aime ça, qui aime gagner les matchs qu'on doit gagner. Et puis si on perd finalement contre l'Inter, par exemple, on n'était pas attendu au tournant, donc on perd contre l'Inter et on ne peut pas venir nous engueuler parce que l'Inter, ils sont quand même finalistes de Ligue des Champions. On perd contre le Bayern 2 fois, mais en même temps, le Bayern, c'est le Bayern. C'est exactement ça, en fait. C'est un manque d'ambition pure et on doit être pile poil là où on est, mais à mon avis, c'est très, très, très bien payé. Et si on est 2e, c'est qu'aussi le niveau de la Bundesliga est, pour moi, en chute libre, en tout cas cette saison. On verra la saison prochaine. Il y a un vrai exode, notamment vers la Première Ligue, où on envoie les meilleurs talents en Première Ligue et nous, on récupère toutes les merdes. Je veux dire, on a signé Fabio Silva, ça ne marche pas. Chukwuemeka, ça ne marche pas. Couteau, ça ne marche pas non plus. Et c'est pareil dans quasiment tous les clubs, à part le Bayern. Donc, pour moi, on arrive un peu au moment des conclusions. On est fin de saison, les conclusions, on peut les tirer maintenant. C'est une saison sans saveur. Voilà, aucune saveur pour cette saison. C'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi, Kylian. Ouais. Je te rejoins aussi sur ça. Et de manière générale. Ouais, mais bon, on aura une émission spéciale que pour ça. On pourra dire un peu ce qu'on pense de toute la saison. Puis bon, faut pas oublier qu'il y a encore quelques matchs. Ils peuvent nous faire démentir encore en quelques journées, même si ça ne changera pas l'intégralité de la saison. On va regarder un peu les conséquences au niveau des résultats et du classement, parce que c'est vrai que ça a pas mal bougé. Et je crois qu'il y a un match actuellement, il y a un Mainz Fribourg, c'est ça?
Ouais, ça. ça fait combien, Franck? Je ne sais pas. Ah, ok, je pensais que tu étais devant. Donc, Je bah, m'en bats les écoute, couilles. C'est 1-0 pour Fribourg. ok, bon. Bah, Franchement, bravo Fribourg quand même. donc, les petits résultats du week-end. Donc, ça avait commencé avec un Augsbourg-Offenheim. Donc, Offenheim qui nous intéresse pour le week-end prochain. Donc, fait match nul à Augsbourg qui se reprend. Hein. Donc, et Offenheim qui reste dans sa continuité. Augsbourg menait 2-0, ils se sont fait rejoindre. Hein. Ok, donc j'ai pas vu le match pour être Faut honnête. regarder. Ok. Le match de Dortmund, on en a parlé. Leipzig qui fait un petit score de 1-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg, alors Limite sur ce oui, match-là, hein, n'oublions pas que Gladbach, les supporters ont décidé de ni consommer, ni manger dans le stade de Leipzig. voilà. Pour une fois, j'applaudis. Bravo, Quelque chose ouais. qu'il faut au Borussia. Très, très Voilà. bien. Bravo à eux. On avait un Wolfsburg-Francfort qui s'est soldé sur un 2-1 pour Francfort, donc Wolfsburg complètement la rue. On va pouvoir un peu le voir au classement. Ça doit faire plaisir à Kevin Heidenheim, Grosskreutz. comment? Ça doit faire plaisir à Kevin Grosskreutz. Ouais, Ouais. oui. Parce Vous que avez vu, durant la semaine, il a bien sûr dit qu'il voudrait bien voir que Wolfsburg descend, ce qui a fait fulminer Dieter Hecking, l'actuel entraîneur de Wolfsburg. c'est ça. Donc bon, il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas au C'est final. ça. On a eu un Heidenheim Union Berlin, donc 3-1 pour Heidenheim. Donc ce match-là, on va le mettre de côté, parce qu'on va faire une petite aparté sur cette rencontre. Le Bayern qui met une claque à Sampaoli sur le score de 5-0. On avait ce dimanche un Köln-Bremen qui était intéressant au niveau du classement. Donc Köln se prend un peu de liberté et une victoire 3-1. Stuttgart qui met 4-0 à Hambourg et Fribourg qui mène actuellement 1-0 contre Mainz. Du coup, je voulais m'arrêter un peu. Oui. Lucas Soler, et juste pour Stuttgart-Hambourg, Vuskovic n'a pas joué. Ils sont catastrophiques quand lui, il n'est pas là. Hein, n'est-ce pas, Kylian? Je pense que tu penseras. Ouais. Franchement, Ouais, bien catastrophique. sûr. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai regardé. Ouais, Vuskovic absent, il n'y a plus rien qui va, ouais, c'est clair. Ah ouais, mais total. Il y a un être vous manque et pouf. Et tout s'écroule. Et Vuskovic, les gars, suivez-le à la Coupe du Monde, hein, parce que Croatie, il Ouais. est titulaire avec la Croatie. Si Gvardiol revient, la charnière Gvardiol-Vuskovic, ça vaut peut-être le détour. C'est du lourd. C'est du très lourd. Ouais. Ouais. On verra ça pendant la Coupe du Monde. Donc, du coup, je voulais revenir un peu sur la rencontre de Heidenheim Union Berlin. Donc, le score a fait que Baumgart s'est fait remercier et puis mis dehors. Et du coup, c'était un peu la bombe dans le football un peu européen et mondial. Donc, l'Union Berlin a décidé de nommer une femme, du coup, qui s'appelle Marie-Louise Eta, qui prend les rênes de l'Union Berlin au moins jusqu'à la fin de saison. Donc, je vous la mets en photo. Première en Bundesliga, je dirais peut-être même première en Europe, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu une femme coach à une équipe. Elle sort elle avait déjà les U19, c'est ça, Franquin, de l'Union Berlin qu'elle entraînait, masculin. Ouais. Si, il y avait Corinne Diacre qui est à Montferrand, hein, pour info. Oui, c'est vrai, pardon. C'est pas une équipe du top 5 européen, on va dire. Ouais. Voilà. Mais il y avait Corinne Diacre qui avait déjà été coach en France. Oui, elle avait les U19. C'est une femme qui a un gros QI foot. Attention, messieurs, là, les misogynes là, sur les commentaires, c'est une femme qui a un très gros QI foot. Elle a été formée dans une des plus grosses écuries féminines pour le QI foot, qui était le Turbine Potsdam, qui était un club, je veux dire, quasiment haut de gamme du foot féminin, avant que le foot féminin. C'était le meilleur. Ouais, c'était le meilleur club d'Allemagne. Hein. Avant Wolfsburg, avant le Bayern, c'était eux. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Il y a une interview d'un ancien joueur de Berlin qui a joué en France aussi, tout ça. Touzard. Hein. Tout ça. Qui a bien dit qu'elle a tout à fait toutes les capacités pour entraîner cette équipe. Donc, messieurs, c'est une femme. Et alors,
Je pense qu'elle a un cerveau, 2 jambes, 2 bras comme nous. Je pense qu'elle en est tout à fait capable et qu'elle a toutes les capacités. Et je lui souhaite le meilleur et qu'elle prouve à tous ces connards, je suis désolé de le dire, qui mettent des commentaires qu'elle devrait mieux rester derrière son fourneau et son chiffon. Ben, fuck à vous. C'est vrai que c'est vraiment lamentable tous les commentaires qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux des différents comptes. Mais après, pourquoi une femme ne pourrait pas entraîner une équipe masculine, sachant qu'il y a des hommes qui entraînent les équipes féminines dans le monde. Donc pourquoi on ne pourrait pas faire à l'envers? En tout cas, on lui souhaite en tout cas de ma part, bonne chance. Puis on va suivre un peu ce que ça va donner jusqu'à la fin de saison. Peut-être une grosse surprise et pourquoi pas l'avoir encore la saison prochaine si les résultats sont là. Kylian, t'en as pensé quoi, toi, de cette annonce? En fait, vu le classement de Union, je trouvais ça particulier de virer Baumgart, parce que Union est sauvé, en fait. Il y a plus, on sait plus ou moins où est-ce qu'ils seront, en fait, Union. Ils seront, voilà, 8, 10e place, un truc comme ça. Mais en même temps, quand tu regardes les derniers résultats d'Union, c'est quand même très, 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 très compliqué. Ils ont genre 9 défaites depuis le début de l'année pour 2 victoires et genre peut-être 5-6 nuls, quelque chose comme ça. Donc ça va pas bien du tout à Union Berlin. Donc, envoyer Baumgart sur les roses, ça sort pas non plus du chapeau. Mais après, pour parler de Eta, c'est super. La Bundesliga, c'est le bon élève en Europe et même dans le monde sur beaucoup de choses. Souvent, les premiers à avoir des mouvements sociaux qui sont les meilleurs et qui sont ensuite suivis par le reste de l'Europe. Faut se souvenir aussi du moment où le micro est ouvert après la VAR pour que l'arbitre annonce la décision dans le micro. Bon, mais ça vient d'Allemagne et du Portugal, et c'est démocratisé un petit peu partout et ça va continuer à se démocratiser. On espère que ce sera la même chose effectivement pour les coachs féminines. Eta, moi je la connais pas, mais je vais être particulièrement attentif aux performances d'Union d'ici la fin de la saison puisque son contrat s'arrête, c'est un intérim, ça reste qu'un intérim. Au 30 juin. Est-ce qu'elle sera renouvelée ou pas? En tout cas, c'est un mouvement que je trouve intéressant de la part d'Union parce que il se laisse la fin de saison pour potentiellement partir sur un cycle avec elle et sans risquer grand-chose puisque voilà, l'Europe est trop loin, la Bundesliga 2 est très très loin aussi, donc il n'y a pas grand-chose à perdre à tenter ce pari-là et je trouve que c'est tout à leur honneur et c'est une excellente nouvelle même pour le football masculin. C'est vrai que ça va peut-être faire évoluer certaines choses dans le monde du football côté masculin. Et puis, comme tu dis, on va pouvoir suivre un peu les résultats avec les émissions qu'on fera jusqu'à la fin de saison. Vincent, tu veux rajouter quelque chose sur ça ou sinon j'enchaîne? Ouais, je suis totalement du même avis que Franck et Kylian. Après, pour ce qui est de ce genre de mouvement, il me semble que peut-être Franck va pouvoir le confirmer. Je crois que en Allemagne, ça a été les premiers aussi à mettre une femme en tant qu'arbitre, il me semble. Ja, Bibiana Neuhaus, qui est la femme d'un arbitre anglais qui était aussi très connu, je veux dire. Elle avait, il me semble qu'elle avait aussi, une fois conspué Ribéry, elle avait engueulé Ribéry sur le terrain parce qu'il avait eu un geste un petit peu déplacé avec il lui avait défait ses lacets, je crois. J'ai pas souvenir, mais en connaissant Ribéry, ça ne m'étonnerait pas. Et en connaissant Bibiana Neuhaus, qui était une femme très, voilà. Je pense qu'elle a pu le remettre à sa place en la connaissant. Elle avait son franc sifflet, comme on disait. Et moi, j'ai trouvé qu'elle faisait des bonnes prestations quand elle était au milieu de terrain, quoi, je veux dire, franchement. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir une femme. De toute façon, c'est un être humain. Elle a, comme Franck l'a dit, elle a une tête, 2 bras, 2 jambes. Elle peut très bien gérer un vestiaire comme un homme. Bon, après, maintenant, est-ce que la compréhension sera pareil côté joueur? Parce que voilà, on parle de misogynie. On sait très bien que voilà, elle, c'est une femme, mais qu'elle va se retrouver devant une équipe d'hommes, donc ça va vraiment être compliqué. J'espère en tout cas qu'elle aura les épaules, et je lui souhaite évidemment de réussir à ce poste-là. Et elle n'a que 34 ans en plus, c'est une jeune coach au-delà de ça. Ouais.
Donc voilà, voilà, c'était notre petite déviation par rapport à actuellement au niveau des résultats et du classement. Donc comme on l'a dit, on nous souhaite tout le meilleur jusqu'à la fin de saison. On va enchaîner avec le petit classement. Alors attendez, hop, je nous mets comme ça, et hop, comme ça. C'est un peu plus grand, sinon on voit rien. Alors, au niveau du classement, ça a bougé un peu quand même, un peu en haut, en bas et au milieu. Stuttgart récupère du coup sa troisième place avec le même nombre de points que Leipzig, mais là, par rapport à sa différence de buts. Leverkusen récupère la cinquième place, et c'est vrai qu'Hoffenheim, on va pouvoir en parler un peu, mais qui était un peu en chute libre, hein, parce que c'était troisième, et là ils sont partis sur la sixième place. Au niveau du bas du classement, c'est Köln qui fait quand même la belle affaire du week-end en prenant la 13e place, mettant un peu une petite distance quand même avec Sampaoli, c'est 16e, donc 25 points. Et je crois que si je dis pas de bêtises, en plus la prochaine rencontre, c'est pas un Sampaoli Köln ou un truc comme ça, je sais plus. On va le voir juste après, mais j'ai peur de dire une bêtise. Voilà, donc Wolfsburg qui semble se diriger petit à petit vers la Zweite Bundesliga. Ça commence à sentir la gomme, pour faire pas de jeu de mots, mais voilà. Wolfsburg qui est devenu ce week-end la pire défense de Bundesliga, et le Bayern qui a donc battu le record historique du nombre de buts marqués en Bundesliga, 105, alors qu'on est que mi-avril. C'est déjà battu, c'est déjà l'histoire qui est marquée par Vincent Kompany et ses hommes. Donc c'est dire en fait l'adversité imboxable qu'il y avait dans notre ring cette saison. C'est ça. Donc, et encore, comme tu le dis, la saison elle n'est pas finie, donc ils vont encore augmenter ce résultat, et je pense que ce sera difficile à atteignable. Ouais. Donc 5 matchs, ils sont à une moyenne de 3-4 buts. Ça va faire un beau score à la fin. Bon, on verra un peu. En tout cas, un grand bravo à Wolfsburg pour leur saison. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Il y a le Kevin Grosskreutz qui ressort en lui en Vincent. Alors du coup, les prochaines journées qui nous attendent. Voilà, c'est ça. C'était bien Sampaoli Köln qui nous attend le vendredi soir. Donc match hyper important et à suivre, hein, parce que si Köln s'impose, Sampaoli sera quand même bien distancé. Donc merci Kylian pour le chat. mais voilà. Donc après, au niveau des autres, on a un petit Bremen-Hambourg aussi, les anciens, les anciens clubs qui vont s'affronter. Derby du Nord de l'Allemagne. Derby du Nord au passage. Donc intéressant à regarder. On a un Francfort-Leipzig, et puis le dimanche, on aura un Bayern-Stuttgart aussi intéressant au niveau du résultat. Donc voilà, un peu. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur les autres rencontres, sinon j'enchaîne sur les sujets suivants. Bayern-Stuttgart, derby du sud de l'Allemagne, sans le tout à fait intelligent Denis Undav qui a pris un carton jaune aujourd'hui. Bon, karma pour lui. Donc après, le reste, ça reste assez basique. Il n'y a rien de. Leverkusen ira à Augsbourg, mais sinon, rien de plus. Je voulais juste préciser que Hanovre est toujours candidat à la montée en Bundesliga 2. Donc, le nord de l'Allemagne qui pourrait se retrouver encore plus représenté si Hanovre est à monter, ce que je souhaite et qu'on souhaite peut-être tous ici revoir Hanovre dans le oui. Ça se complique un peu quand même pour Hanovre parce que les deux premiers montent, le troisième joue les barrages, parce que Schalke a gagné aujourd'hui. Donc, il y a quand même déjà une distance de 4 points sur la première place, je veux dire. Et si j'ai regardé leur calendrier, c'est pas ce qu'ils ont de plus simple par rapport aux autres, je veux dire. Vu que Schalke a gagné à Evelsberg aujourd'hui 2-1, malgré qu'ils ont joué à 10. Ils ont Hanovre à 5 points de retard sur Schalke, 4 sur Paderborn qui est deuxième, mais ils sont donc actuellement troisième devant Elversberg pour jouer ce fameux play-off contre actuellement St. Pauli, je crois. Ouais, c'est ça.
Donc, après, ce qui est possible aussi pour eux, hein, St. Pauli, c'est quand même prenable, même si c'est une équipe quand même difficile à bouger. Hein. Donc, mais bon, on verra un peu en fin de saison, on aura le temps de faire aussi ce petit récap. On enchaîne du coup avec la rencontre qui nous attend le week-end prochain. Donc en plus, Franck et Joël, vous serez sur place à la Pré-Zéro Arena du TSG Offenheim. Donc zéro comme zéro ambiance, on va dire, dans ce stade. Bon, on va dire que c'est quand même une annonce qui est une rencontre, pardon, qui est déséquilibrée sur le papier, je vais dire, mais potentiellement qui peut être quand même spectaculaire au niveau du résultat et du nombre de buts. Je vous redonne quelques petites stats quand même. Donc c'est 38 matchs entre les deux clubs, donc 19 victoires pour Dortmund, 8 pour Offenheim et 11 matchs nuls. Donc un avantage quand même pour le Borussia Dortmund. On va dire qu'Offenheim, c'est quand même la petite surprise de cette saison, parce qu'ils ont quand même bien suivi le peloton de tête avec le Bayern, Dortmund, etc. Bon, là, on va dire que ça va beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus compliqué depuis quelques matchs. Kylian, tu pourras nous faire un peu la rétro derrière. Franck, comme tu seras sur place, TSG Offenheim, pas trop apprécié. Hein. Ouais, Plastic Loop, qui a été vraiment pendant des années dirigé par Dietmar Hopp. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle tous en Allemagne le TSG Oppenheim, du fait de Dietmar Hopp. Ouais, club, voilà, qu'on n'aime pas. Maintenant qui a un peu changé sa structure, parce que vu que Dietmar Hopp a vendu un peu toutes ses parts, il n'est plus majoritaire. Donc, ils sont rentrés un peu dans le jargon du 50 plus 1. Alors, c'est un déplacement normalement qu'on arrive toujours bien à faire parce qu'on arrive à avoir des places un peu partout. Ah, c'est un peu compliqué cette fois-ci, mais bon, on a quand même encore réussi à avoir des places. Avec les places, ils commencent aussi à vendre leurs places à des prix hors quand le Bayern et Dortmund se déplacent. Match compliqué parce que Offenheim sur ses derniers résultats, c'est pas terrible. J'ai regardé le match contre Augsbourg, je trouve qu'il y a un léger mieux. Ils perdaient 2-0, ils sont venus à 2-2. Ils veulent rester européens, ils vont devoir montrer les crocs. J'espère pas contre nous. Ils attendent encore un match et qu'ils gagnent les prochains. Mais ils vont vouloir se faire respecter chez eux à domicile. Très bon coach qu'ils ont fait venir l'an dernier, qui les a sauvés de la relégation et qui a fait du super boulot. Ça cale un peu maintenant, mais bon, ils sont quand même 6e avec surprise, je veux dire. Donc, il faudra se méfier. Il y a quelques éléments qui sont intéressants chez eux. Notamment lui, connaît bien notre directeur sportif, donc Aslani. Aslani, ouais. Ouais, il n'y a pas que lui. Mais après, bon, il y a le gardien de l'équipe d'Allemagne, que je ne comprends toujours pas pourquoi il est gardien de l'équipe d'Allemagne. Mais bon. Ça va plaire à Kylian. Ouais, ça, je le déteste. Voilà. Donc, une rencontre un peu compliquée. À nous de faire le job pour qu'elle soit moins compliquée, d'essayer de jouer au foot et de montrer un peu les crocs et de se battre, parce que souvent, on a fait des résultats au Offenheim quand on se bat. Alors, j'espère qu'on ne rééditera pas de non-match et ces tristes prestations qu'on a fait à domicile et qu'on ramènera au moins 3 points, parce que je trouve qu'il faudrait quand même redorer un peu le blason. C'est pas parce qu'on est qualifié en Ligue des Champions qu'on doit laisser filer la fin de saison, Alors, j'espère que ces messieurs qui représentent notre club, qui sont sur le terrain, vont avoir un peu un sursaut d'orgueil, De toute façon, il faudra jouer, parce qu'eux vont jouer. On l'a déjà vu de façon même contre le Bayern, quand ils avaient. C'était il y a déjà maintenant quelques temps, mais ils les ont bougés, ils rentrent dedans, ils veulent faire un résultat, parce que là, on est quand même en train de parler du deuxième qui affrontera le sixième. Normalement, Offenheim, dans tous les cas, jouera une coupe européenne, ce qui a une différence entre le 6e et le 7e en nombre de points.
Mais après, ça sera dans quelle compétition? Ils avaient quand même un peu tabulé sur la Ligue des Champions vu leurs résultats. Et là, en fait, ça s'effondre un peu quand même, parce que si Kylian, je dis pas de bêtises, je crois que c'est que une victoire sur les 6 derniers matchs de Hoffenheim. Ouais, alors Hoffenheim. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai rattrapé un peu mon Hoffenheim cette semaine parce que je trouve que c'est, après le Bayern, l'équipe la plus intéressante à suivre, qu'il fallait suivre en tout cas cette année. Hoffenheim, c'est assez fantastique ce qu'ils sont en train de faire. Au-delà de l'affection, ou bon, en l'occurrence la non-affection qu'on a pour ce club, le travail qu'ils font, ce vent venu d'Autriche, et notamment de Sturm Graz, porte ses fruits. Ils sont vraiment pas là par hasard. Et en fait, il y a pas mal de catégories de jeux où ils sont la meilleure équipe de Bundesliga, même devant le Bayern. Et c'est assez bluffant. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé Hoffenheim. Et du coup, je me suis rattrapé, alors pas les matchs en entier, mais des longs résumés de beaucoup de leurs matchs pour comprendre pourquoi justement ça commençait à s'effondrer, pourquoi Hoffenheim a du mal à ne plus gagner en fait et à descendre comme ça au classement alors qu'à un moment donné ils étaient même 3e. Aujourd'hui ils sont 6, on joue contre eux donc dans une semaine. À quel genre de match il faut s'attendre? Pour répondre à toutes ces questions-là, j'ai regardé ces fameux matchs que Hoffenheim n'arrive plus à gagner parce que tu as raison Maxime, depuis le 21 février, donc ça commence à remonter, il n'y a qu'une seule victoire et c'est contre le dernier de Bundesliga, Heidenheim, sur la pelouse d'Heidenheim. Sinon les résultats on va les passer un par un nul sur la pelouse de Köln, une défaite à domicile contre St. Pauli, donc là on est sur même le bas du tableau, un nul à domicile contre Wolfsburg, encore une fois le fond du tableau du championnat, une grosse branlée 5-0 contre Leipzig à Leipzig, ils ont même perdu en amical contre Elversberg, ils ont perdu 5-3, une défaite à domicile contre Mayence, et donc là le nul contre Augsbourg. Ça fait beaucoup de revers qui explique pourquoi Hoffenheim est descendu. Et du coup, j'ai regardé concrètement qu'est-ce qui s'est passé, notamment contre Cologne, donc ce fameux 2-2 le 21 février. Qu'est-ce qui s'est passé contre Cologne? En fait, en réalité, Hoffenheim mérite complètement de gagner ce match. Je veux dire, ils ont eu 64% du temps la balle. Ils ont tiré 18 fois au but et ils touchent deux fois les poteaux. Alors que Cologne, de l'autre côté, ils ont été beaucoup plus réalistes que ça. Ça fait un 2 partout. Mais ça montre qu'Hoffenheim, en tout cas au 21 février, n'avait pas complètement perdu son football, mais ils ont un petit peu plus perdu leur réussite, chose qu'ils savent provoquer depuis le début de la saison. Ensuite, j'ai regardé ce qui s'est passé contre St. Pauli. Quel désastre de perdre à domicile contre St. Pauli. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, Hoffenheim se fait, pour moi, voler. Quand tu finis à 3 XG et que St. Pauli finit à 0,7, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas su gérer vraiment dans ta rencontre. Encore une fois, 65% de possession, 20 tirs pour Hoffenheim, et encore une fois, il touche une fois le poteau. C'est beaucoup de choses qui ont parlé contre Hoffenheim dans ce match-là, mais c'est un match qu'ils doivent encore une fois gagner. En tout cas, pas de quoi déstabiliser les certitudes d'Hoffenheim. J'ai regardé aussi le 1 partout contre Wolfsburg. Qu'est-ce qui se passe contre Wolfsburg? On ne gagne pas contre St. Pauli, on ne gagne pas non plus contre Wolfsburg, alors que c'est la pire équipe du pays, et même Tottenham les battrait sans doute. Et ben, c'est un peu la même chose. 1 partout, mais Hoffenheim finit avec plus de 2 XG contre 0,2 contre Wolfsburg. Quel scandale! Et pourtant, Wolfsburg arrache le match nul. 68% de possession de balle, 21 tirs pour Hoffenheim. Et avec tout ça, ils en mettent qu'un seul. Et je rajouterai aussi qu'ils sont touchés une fois le poteau. C'est beaucoup de malchance en réalité à Hoffenheim. Et pour moi, il ne faut pas s'inquiéter du niveau fondamental de cette équipe et des qualités qu'elle a su développer depuis le début de la saison, parce que les derniers résultats sont pas bons. Alors oui, contre Leipzig, ils ont pris une branlée. Oui, ils ont perdu en amical contre Elversberg. Ils ont perdu contre Mainz, mais l'état de forme de Mainz est assez prodigieuse depuis que 2026 a commencé. Et là, même contre Augsbourg, ils n'ont pas été ridicules. Ils sont même revenus de 2 buts. C'est pas une équipe en plein doute, hein, à mon avis, qu'on va affronter. C'est une équipe qui, justement, est en fin de réussite. Et je vais parler des grosses qualités d'Hoffenheim. Pour moi, c'est son pressing. C'est le meilleur pressing de Bundesliga. Personne ne fait mieux. Et pourtant, Dortmund, c'est plutôt pas mal en termes de pressing aussi. Mais au niveau des séquences de pressing faites depuis le début de la saison, Hoffenheim, c'est 409. C'est loin devant tout le monde. Et Dortmund est 3e. Et 3e avec 371. C'est quasiment 40 séquences de pressing de plus exercées par Hoffenheim. Et c'est aussi
l'équipe la plus harceleuse, puisque son pressing, en moyenne, il le déclenche après 10 passes pour l'adversaire. Par exemple, Dortmund, qui est plutôt bon élève aussi dans cette école-là, c'est 12. Et avoir un PPDA de seulement 10, ça les rend aussi premiers en Bundesliga. Une équipe qui a une débauche d'énergie absolument colossale et qui ne s'arrête jamais de courir, qui a un jeu aussi hyper poussé en transition, parce qu'à côté de ça, les séquences de plus de 10 passes, par exemple, là où Dortmund, Leverkusen, Stuttgart sont plutôt pas mauvais, Hoffenheim, c'est la plus mauvaise équipe de Bundesliga. Seulement 270 séquences de plus de 10 passes. Est-ce que c'est un défaut? Pas forcément, parce qu'en fait, c'est une équipe qui a un jeu extrêmement direct et qui passe beaucoup dans les couloirs avec 2 mecs qu'ils ont trouvés cet été, notamment côté droit, Vladimir Koufal, arrivé libre depuis West Ham. Alors, Franck dirait que c'est un papy maison de retraite. Sur le papier, oui, effectivement, c'est un papy maison de retraite. Mais sur le papier aussi, c'est le mec qui centre le plus en Bundesliga, devant même Ruherzon. Ruherzon va enfin avoir quelqu'un à qui parler dans cette catégorie-là. Vladimir Koufal, c'est aussi le mec qui a créé le plus d'occasions pour son équipe cette saison. 47 occasions créées pour Vladimir Koufal. C'est même plus que Ruherzon pour nous. C'est vraiment le pendant de Ruherzon, mais avec quelques années de plus. Et côté gauche, ils ont trouvé la nouvelle un petit peu sensation de cette équipe-là. C'est Touré, Banzouma Touré. Piston gauche, qui lui aussi déborde d'énergie et qui est hyper talentueux, beaucoup plus jeune aussi, arrivé libre également depuis la Suède, je crois. Donc ça, c'est pour les certitudes sur les côtés. Au milieu de terrain, il y a le Kosovar Avdoulaou, qui est un mec, c'est un mec rugueux à souhait, et à ses côtés, ça sera sans doute Promel ou peut-être Burger qui vient de Stoke City, mais c'est pareil, c'est des mecs, c'est des morts de faim au milieu de terrain. Et devant, il y a un duo qui marche plus que tout, c'est Andrej Kramaric, qui est encore là et qui est encore le meilleur buteur d'Hoffenheim en réalité. Mais Kramaric ne joue plus vraiment numéro 9. Avec l'âge, il est descendu un peu, il est plus organisateur maintenant. Et à ses côtés, Fisnik Aslani, qui était la sensation vraiment de première partie de saison et qui a un petit peu ralenti depuis 2026, mais qui est toujours titulaire, qui joue tout le temps. C'est un peu une paire de numéro 10. Et pour moi, là, on a vu les ailes, les meneurs et les milieux défensifs. Pour moi, tout ce qui reste, à savoir le buteur, la défense et le gardien de but, ce sont les points faibles d'Hoffenheim. Ils n'ont pas de vrai buteur et ils n'ont pas non plus une excellente défense. Et c'est assez ironique pour un club qui joue à 3 derrière, parce que ça joue en 3-4-2-1 à peu près, mais derrière, que ce soit Haidari, Ranac ou Ozan Kabak, c'est aucun joueur que j'aimerais voir signer chez nous, par exemple. Les 3 ont un niveau plafond assez bas, je trouve. Oliver Baumann, donc au but, 35 ans, sa carrière est derrière lui. Et donc, en buteur, ils ont fait venir Tim Lamperlé, mais Tim Lamperlé, c'est pareil, c'est pas un gars qui m'inspire grand-chose. Et pour moi, c'est pour ça que Hoffenheim n'est pas plus haut en ce moment, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain et sur les côtés, il y a une intensité absolument folle. Mais derrière, c'est trop fragile. Il n'y a pas un super gardien pour venir sauver des situations désespérées. Et ça manque d'un tueur. Parce que Aslani et Kramaric peuvent délivrer des ballons absolument fous, mais il n'y a personne devant pour les convertir. Il comptait un temps sur Adam Losek. C'est un gros coup qui a été fait par Hoffenheim il y a 1 an ou 2. Mais il est toujours blessé, Adam Losek. Il est d'ailleurs toujours blessé actuellement. Il ne jouera pas contre nous. Donc voilà les forces d'Hoffenheim. Voilà ses faiblesses aussi. Mais pour moi, on se déplace vraiment, vraiment pas favori contre Hoffenheim. Notamment parce que en termes d'intensité, ce qu'on a montré être aussi endormi et léthargique contre Leverkusen, contre Hoffenheim, ils ne vont pas nous laisser respirer. Hein. Donc, pour moi, on peut tout à fait perdre, en fait, à la Pre-Zero Arena. C'est clair que c'est tout à fait possible, et merci pour toute l'analyse. Vincent, je sais que toi, tu es un friand du mercato et des joueurs, donc je pense qu'il y a un joueur que tu vas regarder un peu plus attentivement, s'il s'appelle Fisnik Aslani, donc Kylian vient de nous en parler, il est en photo. Faut pas oublier aussi qu'on a un petit joueur qui est prêté là-bas, ouais. Je pense que vous l'avez pas oublié, Mr. Cole Campbell. Je vous donne juste des stats depuis son arrivée là-bas en janvier. C'est 26 minutes en Bundesliga et 109 minutes en Drittliga. On va le dire clairement, ce prêt est un échec total. C'est pas en 5 matchs qui restent que de toute façon normalement ils ne vont pas lever l'option, le TG Hoffenheim. Ils vont lever le verre de whisky pour fêter le retour.
Ouais, c'est ça. Et puis nous, je sais pas ce qu'on va lever, mais ça va. C'est un peu triste pour ce joueur et je pense que cet été, il fera ses valises dans un championnat, je ne sais où, mais il n'a pas d'avenir au Borussia Dortmund. Mais je voulais revenir à Vincent. Ton ressenti du coup sur la rencontre? Bah, déjà, pour commencer, Kylian, il a absolument tout dit sur le plan footballistique. Alors, il n'y a rien de plus à rajouter, hein. Après, je vais juste principalement m'arrêter parce que moi, je suis un peu plus dans l'émotion quand même sur ce qu'a dit Franck. Il a parlé de sursaut d'orgueil. Moi, c'est ce que j'attends principalement de mon équipe, surtout face à cette équipe d'Offenheim qui, pour moi, ne respire pas le football. C'est pas vrai. Enfin, pour moi, c'est pas une équipe qui malgré leur belle saison, hein, je ne leur lève absolument pas leur belle saison. C'est pas une équipe qui a pour moi sa place en Bundesliga. Hein. C'est pas un club pour moi. Après, effectivement, c'est un club qui fait un petit peu plus peur, en tout cas cette saison. Moi, de toute façon, j'attends les 3 points. Ne serait-ce que pour les supporters, hein, qui font ces déplacements, hein, à chaque match, et aussi qu'on puisse sécuriser cette deuxième place, tout Ouais. simplement. Ouais, donc on verra. Parce que je ne sais pas si mathématiquement, si le Borussia Dortmund gagne contre Hoffenheim, la place en Ligue des Champions est officielle ou il reste encore un petit delta. C'est simple. Nos poursuivants en direct sont Leipzig et Stuttgart qui ont 56. Nous, on en a donc 64. Si on gagne, il restera 4 matchs. Même si eux gagnent, il reste à 8 points. On sera qualifié pour la Ligue des Champions, mais pas sûr d'être deuxième encore, quoi, je veux dire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu es sûr de finir dans les 4 premiers, quoi. Bah, si tu gagnais contre Leverkusen, tu étais sûr d'être en Ligue des Champions. Donc, Ligue des ce n'est Champions. que remettre je veux dire, le cas, les couverts contre Hoffenheim, quoi. Contre Hoffenheim. Surtout qu'en plus, Stuttgart se déplacera sur les terres du Bayern. Donc du coup, Ouais, ça. c'est ça. Ah oui. Après, faut se souvenir aussi que Hoffenheim, à la phase d'aller, ils font un des plus mauvais matchs de leur saison à Dortmund. Hein. Ils ont vraiment, vraiment pas été bons alors qu'ils étaient en pleine bourre et on avait même peur un peu de ce phénomène Hoffenheim. Aslani était au top de sa saison. Ça a fait un gros pchit à Dortmund. Ils vont avoir une envie de se venger parce que eux jouent vraiment leur place européenne là dès samedi prochain, quoi. Alors, C'est on ça. avait gagné 2-0 au match aller. Ouais. On avait été, il me semble qu'on avait fait le déplacement avec Joël. Donc ouais, faudra faire attention à cette équipe d'Offenheim et ne pas la prendre à la légère parce qu'ils ont aussi des objectifs derrière à faire. Bon, on va arriver dans le sujet le plus brûlant, à mon avis, un peu plus piquant de cette émission. Donc voilà, la petite série est enfin terminée sur je signe pas. Donc Nico Schlotterbeck prolonge finalement au Borussia Dortmund jusqu'en 2031. Donc ça, c'est on va dire, une bonne nouvelle. Mais il y a un peu quand même des petites phases cachées derrière tout ça. Donc il a quand même obtenu la clause libératoire de 50-60 millions, on ne sait pas trop le montant exact, mais qui prend acte dès cet été. Donc c'est quand même assez drôle quand tu as dans une interview qui te dit je veux gagner des titres avec le Borussia Dortmund, et comme tu disais Kylian, dans 2 semaines, il est peut-être parti. Donc ça, c'est quand même drôle à entendre. Voilà, prolongation. On sait, au final, on ne sait pas trop de quel avenir va être fait avec lui. Ça résout pas trop le problème de la défense parce que oui, on l'a prolongé, mais on ne sait pas s'il sera encore là cet été, s'il partira l'été prochain. Franck, du coup, ton ressenti, toi, sur cette prolongation? Faut vraiment en parler. J'en ai vraiment pas envie d'en parler parce que c'est une telle déception cette gestion de la prolongation de Schlotterbeck, quoi. Je veux dire, oui. Franchement, ouais. Alors, d'après les coulisses que j'ai pu entendre, ça aurait été déjà signé avec Kehl, sauf que Kehl ne voulait pas inclure une option d'achat
pour cet été. Mais Schlotti la voulait. C'est pour ça que ça aurait duré. Et Schlotti a eu gain de cause avec le changement de... vu que Kay est parti. Et après les... Donc, Schlotti a eu ce qu'il voulait. Ouais, alors après, je vais dire une chose. Die Spieler kommen, die Spieler gehen und was bleibt, ist Borussia Dortmund. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Quand j'ai vu samedi que Maxime m'envoyait les photos de la boutique avec le maillot de Schlotti et son espèce de signe dès qu'il marque un but, ouais, franchement, je ne sais pas où on va, mais depuis quand un joueur est au-dessus du club? Depuis quand? Depuis quand? Messieurs là qui posaient sur la photo, les trois, hein. Olibok, je vais encore avoir d'attendre parce qu'il vient d'arriver. Mais M. Kramer, M. Ricken, qu'est-ce qu'on peut se permettre ça au niveau marketing, de mettre un joueur qui prolonge avec une option d'achat où à partir du 30 juin, il peut être parti, quoi, je veux dire, et qu'on mette ça, mais c'est honteux. C'est honteux, quoi. Je veux dire, je ne comprends pas, quoi. Je veux dire, cette opération marketing, c'est vraiment une opération marketing pour vendre des maillots. Je ne sais pas si Vincent a vu un débile mental porter ce maillot. Si c'est le cas, si c'est le cas, j'espère qu'il y a un coup de boule rotatif qui est parti. Mais c'est quoi ça, franchement? Pourquoi on n'a pas fait la même chose avec Nmecha? Parce qu'au final, il a prolongé aussi 2030. C'est vrai, C'est ça. Et pourquoi on ne fait pas un maillot d'adieu pour Özcan? On le fait pour Brandt? Pourquoi on ne le fait pas pour Zülle alors aussi, hein? Je veux dire, c'est quoi ces trucs-là? C'est de passer des joueurs au-dessus du club, quoi. Je veux dire, avec une clause qui est tellement, je veux dire, et que faire une interview avec Schlotterbeck qui dit qu'il veut gagner des titres avec nous, alors qu'au 1er juillet, il peut être ailleurs, quoi. Non, mais allô, quoi. J'espère une chose, c'est qu'un club va mettre 50 à 60 millions sur ce joueur pour qu'on n'en parle plus, qu'il disparaisse et qu'on passe à autre chose, quoi. Qu'on recrute un... C'est qui? On était sur qui? Marco Senesi, hein, que j'ai regardé samedi avec... que je trouve bon. J'ai regardé son match. J'ai trouvé très intéressant. Certes, il a 28, il va avoir 29 ans, ok, mais en tout cas, il a un QI football. C'est un mec, je pense, qui peut être très complémentaire à Anton dans la charnière centrale. Donc, Totti, j'en ai même plus envie d'en parler. Je ne vais pas le siffler, hein, ça, je ne me permettrai jamais. Par contre, vous pouvez être sûr que pour les compositions d'équipe, je serai contre Fribourg, j'y serai contre Francfort. Je ne scannerai plus son nom. Je suis désolé, quoi, je veux dire, parce que ce qu'on peut se permettre là, je veux dire, non. Mais comme disait aussi Kylian, comment on peut autoriser un truc comme ça, quoi, aussi, quoi. Je ne comprends pas, quoi. On va où, là, quoi, je veux dire. Franchement, je suis très en colère. Samedi, j'étais comme un lion en cage, hein, à entendre ça, quoi. Déjà que sa prolongation. Beaucoup de fans, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. J'ai parlé avec beaucoup de gens de Dortmund pendant cette période. Personne ne s'est réjoui de la prolongation de Schlotti parce qu'avec le trail, ça a duré pendant 1 mois pour savoir comment allait être prolongé Schlotti, compagnie, oui, non, compagnie. Voilà. J'aurais préféré avoir vraiment tort et qu'il parte. Malheureusement, je me suis planté. Il reste, il signe, mais dans quelles conditions? Si ça fait plaisir à quelqu'un, à un fan du Borussia Dortmund, qu'on me le présente. Parce que. Moi, je peux t'en présenter si tu veux. Ouais. Mais je sais pas. Il y avait toutes les sorties médiatiques aussi au fait de comment il parlait, ce qu'il a sorti, ce qu'il a dit. Comme je disais, c'était un feuilleton. C'était un feuilleton closer, quoi. Le truc où je t'aime, je t'aime plus. Et... C'est ça, voilà. Et j'ai pas compris, quoi. Et c'était trop long, sa prolongation, je veux dire. À un moment, le club veut lui donner les rênes, lui montrer que on veut un joueur qui soit identifié et, je veux dire, on lui donne vraiment notre amour. Mais lui qui est ignorant, un truc empoisonné, quoi. Je veux dire, c'est... voilà, bon, bah après, c'est son choix, il a le droit. Hein. Je pense que lui, il l'a très bien géré, son cas. Bravo à lui, mais je ne vois pas ce que nous, on en retire, quoi. Et lui donner le brassard de capitaine, non.
Comment on a pu lui donner le brassard de capitaine hier, quoi. Comme disait Vincent, hier, il y a tout qui ne va pas, quoi. Comme disait, une ambiance spéciale. Les événements qu'il y a eu, le brassard de capitaine, les sifflets de choses. Hier, c'était vraiment, tout était réuni pour vraiment pas une belle rencontre de foot. Et cette prolongation cette semaine ne fait que, voilà. Bon, je suis vraiment très, très déçu. Et je me dis vraiment que les derniers dinosaures des joueurs qui étaient vraiment attachés au maillot, quand je vois les réactions de Mats Hummels, qu'on ne veut pas prolonger, voilà. Mais on prolonge par contre un mec comme ça, quoi, avec une clause. Je suis vraiment très déçu de ce qui se passe, quoi. J'ai vraiment mal à mon BVB, quoi. Mais bon. C'est ça. C'est vrai qu'en fait, ce qui pose problème, c'est vraiment cette clause dès cet été et après tout ce qu'il y a eu, même un peu avant. Mais la clause aurait été que l'été prochain. Tu dis, bon, on le garde encore un an et après, il partira. Mais là, c'est. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui était prévu avec Kehl. Et la clause aurait été. Enfin bon, voilà, je veux dire, mais maintenant, bon, c'est fait. Ça va être très dur pour lui. Franchement, chapeau ce qu'il a fait samedi parce qu'il a fait un bon match. Dans le marasme, il n'a pas été dans la queue de la charrette des joueurs au niveau des prestations. Bien au contraire, je pense qu'il était en tête de liste. Bravo pour lui. Mais les prochaines semaines vont être très, très, très dures pour lui, quoi. Bon, et voilà. Ouais. Donc, oui, c'est clair qu'il va avoir une certaine pression sur les épaules et sur la suite de sa carrière tant qu'il portera le maillot du Borussia Dortmund. J'enchaîne avec Vincent et je finirai avec le meilleur Kylian parce que je pense qu'il va nous envoyer des missiles à droite et à gauche. Donc peut-être à ce moment-là, on va sauter. Mais Vincent, du coup, sur cette prolongation, toi, ton avis? Et bon, Alors, d'après Bild, voilà, sachant qu'il faut le prendre énormément avec des pincettes, mais le Bayern Munich ne figurerait pas dans cette clause, en tout cas de potentiel s'il voudrait partir déjà dès cet été. Bon, après, je pense que le Bayern n'est pas intéressé par le profil au vu de la prolongation d'Upamecano et pour le reste. Mais toi, ton ressenti, ça a été un peu comme Franck ou tu as une vision différente? Le problème, c'est que tu poses, alors je connais mes défauts, hein, le problème, c'est que tu poses cette question-là à une personne, ce qu'il y a de plus naïf. Donc, c'est pas, mais de base, j'ai pas forcément d'avis, mais c'est vrai qu'avec le recul, déjà, il y a beaucoup de choses qui me gênent et il y a énormément, je trouve qu'il y a quand même énormément de part d'ombre dans cette histoire quand même, parce que déjà, c'est vrai que cette question de prolongation a pris énormément de temps. Donc déjà, ça résume un petit peu déjà un comportement déjà de diva de la part de ce joueur. Et ça, c'est déjà quelque chose qui me gêne énormément. Après, tu joues avec les supporters. Et ça aussi, ça me gêne encore plus parce que on est non seulement des supporters, mais on est des personnes qui se déplacent régulièrement dans les stades, enfin dans ce stade. Et moi, ça me gêne beaucoup qu'on joue avec mes sentiments. Donc déjà, c'est ce que moi je ressens et ça me gêne énormément. Après, il y a comme Franck l'a dit, hein, on trouvera sûrement un remplaçant et les joueurs partent, mais le club, il restera toujours. Donc ça, c'est déjà une question qui ne se pose plus. Après, il y a quand même quelque chose aussi qui m'a un petit peu que je trouve d'assez mystérieux, c'est le fait qu'on fasse ce flocage spécial en hommage à ce joueur. Ça, c'est ce que je comprends pas. Alors, il faudra quand même m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants côté marketing pour pouvoir faire cette sorte de publicité-là. L'argent, oui, d'accord, mais si on fait le parallèle entre cette histoire et ça, c'est tout sauf de la publicité. En tout cas, en son nom. Donc moi, c'est clair que moi, déjà, supporter que je suis, je me ferai jamais ce flocage. Par contre, moi, il y a quand même un truc. Alors, c'est toujours les sentiments qui parlent, hein. Cette photo, c'est bien que tu la montres. Je vois, alors c'est mes sentiments, hein, je vois absolument 4 personnes qui sont tous satisfaits de cette prolongation. Alors, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ou qu'est-ce qui va se passer cet été?
je préfère entendre Kylian qui réponde à mes questions. Eh ben écoute, Kylian, on finit avec toi. Au cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si ça coupe d'un coup, c'est parce qu'il a tout donné. Gars, je sais pas par où commencer. Gars. Je te jure, c'est trop grave, quoi. C'est très, très grave, hein, ce qui se passe. Et on doit faire semblant de quoi? Personne fait semblant parce que personne n'est dupe, en fait. Et franchement, je suis un peu fier, moi, des supporters dans leur ensemble de ne pas avoir cet écran de fumée que nous a balancé Dortmund. Mais non, je sais par où je vais commencer. Je vais commencer par remercier la presse, en fait. Parce que tu remarqueras que ni Schlotterbeck, ni le club n'a évoqué à aucun moment cette clause. Jamais. Moi, je remercie Fabrizio Romano et Plettenberg, et donc ensuite Capology, pour nous avoir éclairé sur le montant de la clause. Alors, il n'est pas exact, mais moi, je vais me baser sur ce qu'estime Capology, c'est 60 millions d'euros la clause, selon eux. Et donc ensuite, donc là, c'est Bild, mais ça a même été repris par d'autres médias. Qui sont les clubs concernés? Donc, aucun club allemand, aucun club français, aucun club italien, déjà. Donc, exit Paris, exit le Bayern, exit éventuellement l'Inter. Il va rester l'Angleterre, il va rester l'Espagne. Et ça, je reviendrai après ça. Je reviendrai après parce que je veux me concentrer sur Schlotterbeck. Qu'est-ce que fait... En gros, c'est quoi l'objectif de cette clause? Faire signer une clause pour dire au mec qu'en fait, il peut partir après l'apéro s'il veut. C'est juste, tu mets un prix, en fait. Tu mets un prix sur la tête de Schlotterbeck. Tu sélectionnes qui rentre dans le magasin. Et le club qui veut, là, il a compris qu'il peut l'avoir, quoi, pour 60 millions d'euros. J'ai un problème avec ça parce que je trouve que c'est prendre les gens un peu pour des cons, en fait. Notamment quand après tu sors le maillot pour fêter sa prolongation. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de remplir nos armoires de maillots de merde qui sortent tous les ans pour un stade dont tout le monde se branle, sur lequel on joue plus depuis 50 ans, et là pour un mec... et qu'on commence à remplir peut-être un peu plus l'armoire de trophées, tu vois, que de collection Puma. Je suis d'accord aussi. Moi, je veux plus de ce mec au club. Et d'ailleurs, je vais même te dire, hein, admettons, personne n'est intéressé, ce qui est possible, hein, Personne n'est intéressé, personne ne veut faire sauter cette clause. Donc on arrive 1er septembre, il est toujours dans le club. Et quoi, et je suis censé applaudir? Mais t'es ouf ou quoi? Jamais de la vie, je vais applaudir. Parce que les intentions étaient là, en fait. Les intentions restent les mêmes. Et si t'es pas parti, c'est que t'as su séduire personne, parce que tu comptes sur quoi? Tu comptes sur la Coupe du Monde. Mais Schlotterbeck, il a toujours été nul avec la Mannschaft. C'est pas nouveau. Schlotterbeck, il va arriver au mondial, il va se chier dessus parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas le bienvenu à Dortmund. Je veux dire, les sifflets, on en pense qu'on veut des sifflets, mais en tout cas, ils montent pas. Ils montent pas sur ce que ressent le stade. Et puis, je veux dire, ouvrez Insta, ouvrez Twitter. C'est pas une bonne nouvelle. C'est la première fois que je vois la prolongation du joueur cadre représentant de ton équipe. C'est la prolongation de ce mec. Et c'est pas une bonne nouvelle. Et ça fait que augmenter les tensions. Mais on est qui, en fait? On passe pourquoi? On est ridicule. Là, les 3 mecs autour de Schlotterbeck, ils sont tous les 3 ridicules. Alors, c'est vrai, Ole Bock a un petit peu moins de responsabilité, mais il est responsable quand même. Mais Lars Ricken, pour moi, c'est le pire. C'est le pire de tous. Je veux dire, c'est quoi? C'est quand même sous son autorité qu'on prête Duranville à un club suisse. Et après, si on vend Duranville, on va devoir de l'argent en plus au club suisse. Non, mais c'est plus marrant, en fait. Tu vois, la blague, elle est terminée. Elle va trop loin. Là, on parle d'un mec qui s'est littéralement placé au-dessus des lois. Lars Ricken, c'était très clair, ses instructions. C'était 31 mars, si la décision n'est pas prise, eh ben, la décision du club, elle est prise. Ben, la décision du club, ça a été de se pisser dessus et de dire, bon, d'accord, on t'accorde encore un petit délai. Ouais, gars, tu respectes pas les délais, tu prends la porte et puis c'est tout, quoi. Tu vois? Et non, en fait, on le prolonge 2031. Et en plus, non, mais attends, mais c'est un truc de fou, son discours. Son discours, c'est je suis là pour rester, le projet est hyper intéressant, tout ça. Oui, mais derrière, quand il y a Fabrizio Romano qui sort que oui, mais en fait, si le Real met 60 millions, il va au Real. Mais c'est faux cul, c'est hypocrite, c'est un hypocrite. Et c'est ce mec qui porte le brassard de mon club.
suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec très peu de choses d'ailleurs qui se sont passées cette année en fait. Mais ça, c'est un truc que je ne pardonnerai jamais. Schlotterbeck, il peut faire ce qu'il veut. Il peut rester le 1er septembre s'il veut, qu'il reste. Finalement, hop, il change d'avis, il se dit ah quand même, putain, c'est vrai que le Real, c'est un contexte très particulier, je suis quand même bien ici, tout ça. Pour moi, c'est terminé. Il n'y a plus de Schlotterbeck. Schlotterbeck, il peut jouer, il peut marquer 150 buts la saison prochaine s'il est avec nous. Il me volera plus mon cœur, en fait. Alors que c'est un gars, franchement, s'il avait été honnête, en fait, parce que moi, c'est surtout ça, je trouve qu'il n'est pas honnête. S'il avait été honnête en disant je veux partir, j'ai 2 clubs en ligne de mire, un en Angleterre, un en Espagne, je veux partir, ok, et bien là, je t'aurais traité comme tous ceux qui sont partis et qui ont été des bons joueurs chez nous. Et j'aurais même pas eu de problème vraiment personnel, quoi. Tu as le droit, tu veux gagner des titres. Effectivement, Dortmund, c'est pas le meilleur endroit. Et je peux pas te juger pour ça. Mais là, en fait, c'est fait derrière la porte. C'est ranger ce qui est dérangeant sous le tapis en espérant que personne le voit. Tout le monde le voit, mec. Tout le monde le voit. Il y a une bosse énorme sous le tapis, tout le monde la voit. Et cette bosse, voilà, c'est une clause à 60 millions d'euros, personne n'en parle. Mais heureusement, la presse, la liberté de la presse et les fans sont réceptifs aussi à ça. Alors maintenant, voilà, parlons-en un petit peu. Parlons de l'Angleterre, parlons de l'Espagne. Où va aller Nico Schlotterbeck? Bon, ben, c'est très simple, les candidats, ils sont très restreints, puisqu'on élimine l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. La France et l'Allemagne. C'est très simple, il n'y a plus beaucoup de candidats. On va commencer par l'Espagne. Schlotterbeck, s'il part, même si le nom des clubs n'a pas été révélé, on peut le deviner, puisqu'il va valoir un club qui joue à la Ligue des Champions, c'est absolument évident. Donc, qui c'est qu'on a en Espagne? En Espagne, je vous le dis, la course à l'Europe, en tout cas la Champions, elle est terminée. Alors, on a qui? On a le Barça. Le Barça, ils n'ont pas les moyens de mettre 60 millions d'euros, et même s'ils les avaient, ils achèteraient Bastoni, donc terminé pour Barcelone. Le Real Madrid, ok, Real Madrid, effectivement, Rudiger est sur la fin, Alaba va partir, Huysen, c'est décevant, Militao, il est blessé 9 mois sur 12, et Asensio, il a le niveau de la réserve. Donc, ok, le Real Madrid, c'est intéressant. Villarreal, pas les moyens. Atlético Madrid, intéressant. Est-ce que l'Atlético Madrid a déjà mis 60 millions d'euros sur un joueur? Oui, ils l'ont déjà fait. Julian Alvarez récemment. Ok, pourquoi pas. Les 2 clubs de Madrid, je peux envisager. Et en Angleterre, alors en Angleterre, il y a 5 places qualificatives, on va les faire. Arsenal, ils ont 2 défenseurs, les 2 sont meilleurs que Schlotterbeck, Gabriel et Saliba, donc ils n'ont pas besoin de lui. City, c'est pareil. City, il y a Gueye, il y a Rouzanov, il y a Ruben Dias, il y a Ake, il y a Gvardiol. City n'a clairement pas besoin de Schlotterbeck. City, hop, ça dégage. United, c'est intéressant. United est 3e, va jouer la Champions. Pourquoi pas? Manchester United, il y a tout à reconstruire, ça peut être intéressant. Aston Villa, pas les moyens de recruter Schlotterbeck. Et Liverpool qui est actuellement 5e, ça pourrait aussi être Liverpool. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de clubs. Il y en a 4, allez, peut-être 5 si tu as envie de rajouter Chelsea, parce que Chelsea aussi aurait besoin d'un défenseur de son calibre. Mais en fait, peu importe où il va, j'ai envie qu'il parte, c'est tout. Là, on les a énumérés, ces clubs-là, mais qu'il a où ils veulent, en fait, j'en ai rien à foutre. Je veux juste plus qu'il soit là. Capitaine ou pas capitaine, s'il est là, pour moi, c'est en tribune ou rien. Et je veux juste plus le voir ici. Et la tête de l'Arsiken doit tomber aussi. Pour moi, lui, il a fait beaucoup trop de merde, en fait, pour rester là à sourire et à tirer la manche de son maillot de merde, là. Il doit partir aussi. Et Kramer, c'est le prochain sur ma liste, honnêtement, parce que c'est de son esprit fou que viennent les idées de maillots spéciaux. C'est lui, à la base. Et Bock part avec un certain handicap, mais je lui laisse le bénéfice du doute. C'est vrai que Franck a raison quand il dit que Kell avait fait 90% du travail. Ok, je veux bien entendre. Ça n'empêche que c'est lui qui a signé le contrat, et donc pour moi, il est responsable. Mais moins que par exemple Lars Ricken, pour moi, c'est fini à tout jamais. Voilà. Ok, bon, ça va mieux. Donc voilà, bon, c'était un peu l'avis de chacun. Bon, on est un peu tous unanimes sur cette décision. C'est vrai qu'on est tous déçus, en tout cas, de la part de Schlotterbeck, et on verra un peu ce que fera son avenir au Borussia Dortmund, mais un départ cet été serait peut-être bien pour tout le monde. Il y avait une question de SBH qui dit: est-ce que le départ de Kell s'explique par ça? Peut-être qu'il ne voulait pas de cette clause. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Franck. Il a répondu un peu à ta question, que Kell ne voulait pas la clause qui part déjà dès cet été, mais l'été suivant. Voilà. Bon, on va s'arrêter avec Schlotterbeck. On va finir avec toi, Franck, sur la petite chronique du vieux Borussen. Donc bon, ça va, il vous a un peu épargné. C'est pas trop compliqué, on va dire. Voilà, c'est très simple.
Allez, on reste avec un milieu offensif, un pur numéro 10. Un joueur de la taille de Thomas Hessler, à peu près, dans le gabarit aussi. Que dire? J'ai évolué en Bundesliga surtout dans les années 2000 et 2010. Ma carrière pro, 1997-2018. J'ai joué pour beaucoup de clubs de Bundesliga, notamment Schalke, Kaiserslautern, Stuttgart, Ingolstadt et Karlsruhe. Et bien sûr, le Borussia Dortmund. Je ne suis pas de nationalité allemande. Je suis un international avec une mission nationale. Ajnal. Jawohl. En tout cas, il est fort. Ouais, bien joué. Bien joué. Excellent, j'aimais beaucoup Ajnal. Directeur Thomas sportif. Ajnal, numéro 30 du Borussia Dortmund. Petit joueur qui venait de Karlsruhe à l'époque, si je m'en rappelle bien, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, il venait de Karlsruhe. Qu'on avait fait venir sur l'air Thomas Doll, un joueur doué techniquement, très fort dans les petits espaces et qui pouvait délivrer des ballons, un vrai numéro 10 ou numéro 8 à la limite, mais un joueur vraiment fantastique que moi j'avais adoré. Je relèverai que c'est un peu, je veux dire, un joueur que je retiendrai pour une chose. C'est le premier maillot que j'ai offert à Camille à l'époque. C'était Thomas Ajnal avec son numéro 30. C'était son tout premier maillot qu'elle a eu en 2010 lors d'une rencontre Dortmund-Bremen où on gagne 2-1, un but de Subotic et de Grosskreutz. Donc c'est un joueur qui restera un peu dans mon cœur pour ça. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, qui rentrait plus dans les plans de Jürgen Klopp. Klopp n'en voulait pas. Donc Klopp a fait pour qu'il parte. Je crois qu'il part après à Stuttgart. Il aura moins. Faut dire, ses plus belles années sont vraiment Karlsruhe, où il a été vraiment très bon à Karlsruhe. Et voilà. Thomas Ajnal, international hongrois, qui aura laissé pour moi une belle image au Borussia Dortmund. Encore un joueur inconnu par beaucoup de gens au niveau public Dortmund et au niveau des fans. Bravo Kylian. Très, très bon choix, Ajnal, petit milieu vraiment de poche. Très typique, je trouve, des milieux de Bundesliga des années 2000, en fait, Ajnal. C'est ça. Et ouais, il était bon. Hein, c'était très bon à regarder. Il faisait un 70, un 73, pas plus. Un Donc, 68. Un 68, tu vois. Donc, excellent premier choix comme premier maillot pour ta fille, Franck. Ouais. Moi, je ne l'ai pas, ce maillot, malheureusement. Mais quand on était dans la boutique du stade, l'ancienne boutique qui se trouvait là où il y avait le Borussen Museum actuellement, c'est là où il y avait la boutique du Borussia Dortmund. C'était une boutique qui devenait vraiment très exiguë. Et j'avais réussi à trouver son maillot, je veux dire, maillot Kappa à l'époque. Donc, la photo qui est à droite. Et on l'a floqué Thomas Ajnal à l'époque. Et voilà. Merci à lui pour tout ce qu'il a fait au BVB. Pour moi, il restera toujours un joueur exceptionnel. Et il a arrêté sa carrière. Mais en tout cas, comme dit Kylian, vraiment un milieu de poche, mais vraiment très intéressant et très agréable à voir jouer. Toujours en activité, mais dans le domaine du football, mais plus en tant que joueur. Je crois qu'il est directeur général ou sportif, je ne sais plus, du Ferencváros. Ferencváros, oui, tout à fait. Voilà. C'est le club de Rubikine, là où Rubikine est coach. Oui, exact. Voilà. Donc, toujours dans le foot. En tout cas, écoute, merci Franck pour cette petite présentation de Ajnal. Et puis au moins, ça a permis aux plus jeunes de le connaître aussi. Bon, Vincent, va falloir y aller. Hein. Il reste 5 ou 6 émissions. Faut t'en trouver un quand même avant je connaissais le joueur, hein, je me rappelle de joueur. Ok, bon, écoute, c'est l'essentiel. On finit avec le petit classement du coup de notre petit jeu. Bon, pas beaucoup de changements, à part que je crois on prend un petit point sur Vincent avec son Choupo-Méca. Ouais. Je l'ai tenté. Hein. Je me suis dit, il fallait le tenter la dernière fois, pas maintenant. Il était tellement mauvais à Stuttgart. Il fallait le tenter en même temps que moi, quoi. Je veux dire, c'était là. Mais bon, bref. Ouais, il a espéré, hein, peut-être. On sait jamais. Okay. Avec Kovac.
Bon, faisable. va falloir réfléchir à un nouveau jeu pour la saison prochaine parce qu'on ne pourra pas faire ça pendant des saisons et des saisons. Messieurs, on va s'arrêter sur ça. Encore merci de votre présence. Merci à tous ceux qui étaient aussi là dans le petit chat pour poser des petites questions. Et puis, écoutez, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis, nous, on se retrouvera du coup dimanche prochain pour parler de la rencontre contre Offenheim. Et puis, on aura Franck et Joël des Galische Jungs présents sur place. Merci, messieurs. Passez une bonne soirée, comme dit en Allemagne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.